Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. C'est avec plaisir et sourire qu'on vous accueille ce soir dans le cadre de cette nouvelle production de Le Grand Soir, notre rendez-vous d'échange vespéral, tous les soirs sur Info Télévision entre 17h et 18h52 minutes pour échanger autour des grandes questions d'actualité. Vous avez été nombreux hier à manifester votre appréciation de la qualité du programme qui était consacré à la lutte contre les accidents de la circulation avec une question fondamentale. Qui faut-il blâmer? Qui faut-il sanctionner? On vous a annoncé le tome 2 et bien nous sommes justement au rendez-vous de ce tome 2 concernant la lutte contre les accidents de la circulation. Votre opinion, votre point de vue compte par le code d'accès que vous voyez bien au bas du petit écran, par message WhatsApp ou message SMS, également par appel direct lorsqu'on vous donnera la possibilité de le faire pour poursuivre les échanges autour de cette problématique qui fait quand même, cette question des accidents qui fait des morts dans notre pays. On aura notre traditionnel rendez-vous des kiosques avec la revue de presse vespérale que nous proposera Viviane Andrea Bessala tout à l'heure et nos invités pourront réagir sur une ou deux questions soulevées par la presse. Il nous a donné rendez-vous hier, il a promis d'être là, il est là. Jean de Dieu et Vouna, bonsoir et à nouveau. Bonsoir, bienvenue. Merci, monsieur Jean-Jacques. C'est toujours un honneur, un privilège même d'être sur vos échanges et comme je l'ai promis hier, tellement c'était remonté quand le niveau était assez élevé et le débat était vraiment très partagé avec vos téléspectateurs, au point où nous avons aujourd'hui l'opportunité d'être au tome 2. Nous croyons être à la hauteur des échanges et pouvoir trouver des solutions face à cette catastrophe, ces catastrophes que nous vivons au niveau de nos routes. Donc c'est toujours un privilège. Merci d'être là ce soir et de participer à ce rendez-vous. Molu Iliassou, monsieur le secrétaire national de la communication du mouvement réformateur. Bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir mes compagnonnistes et je vous remercie pour l'invitation. On a Jacques-Léonce Awono qui nous retrouve ce soir. Bonsoir Jacques. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir. 1 million de téléspectateurs d'infotélévision qui m'avaient manqué. Ça faisait un moment, j'ai cru avoir été sanctionné non, par pas vous. Du tout, pas du tout. Il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de sanction. C'est une grande famille, le Grand Soir. On vous a donné quelques jours de repos. Voilà. On savait que les prochains jours, vous allez revenir. Voilà. Et nos prochains jours n'ont pas été longs. Je reviens avec beaucoup de force d'ailleurs. D'accord. Je suis heureux d'être là une autre fois. Merci pour l'invitation. Welcome back. C'est un plaisir de vous avoir ce soir. Il nous a rendu visite quelques fois. Richard Bondol, monsieur le directeur de publication du journal L'Équation. Bonsoir. Bonsoir Gigi. Je dis bonsoir à tous les téléspectateurs d'Info TV. C'est un plaisir pour moi d'être là chaque fois. Bon, bref, quand vous voulez que je sois là, parce que c'est pas à chaque fois. Je crois que la problématique aujourd'hui, pour moi, elle est cruciale, elle est centrale au regard des inondations de sang que nous avons sur la route. Je crois qu'il est pas exagéré, parler d'inondation de sang. Je parle d'inondation pour une seule chose. Quand l'Observatoire national des transports au Cameroun, qui est un institut privé, nous dit que au premier trimestre 2026, nous sommes à 200 morts. 200 morts. Ça veut dire qu'il y a une inondation. Je ne souhaiterais pas qu'au quatrième trimestre, que nous soyons à 200 multipliés par 4. Le souhait pour moi, c'est que la courbe soit renversé. Voilà. C'est un plaisir en tout cas. Et vous savez, lorsqu'on vous invite, Richard Bondol, concernant un sujet comme les accidents de la circulation, on compte sur les chiffres parce que vous les avez toujours. Vous avez également pratiquement la liste de tous les projets, les programmes qui concernent la lutte contre les accidents de la circulation. Vous comprenez pourquoi Richard Bondol est là ce soir. On va installer Viviane Andrea pour la revue de presse de ce soir. Je vais lire quelques messages qu'on a reçus entre-temps. Vendredi dernier, j'ai pris une agence de voyage pour Douala. Au long du parcours, nous avons constaté que le chauffeur ne roulait pas à plus de 50 km/h et la roue arrière vibrait comme s'il avait crevaison. Lors de l'arrêt pipi, je me suis rapproché du chauffeur pour lui faire cette remarque et qu'il aille contrôler sa roue arrière côté chauffeur. C'est la roue. Cette roue avait vraiment un problème et on lui a demandé d'aller et au retour, les responsables allaient voir le problème dès son retour. On a signalé ce cas ici hier. Il y a des responsables des agences de voyage. Lorsque le chauffeur signale une difficulté, on dit va d'abord
On va voir au retour, c'est un peu le cas que raconte ce téléspectateur. Bonsoir au plateau et bon début de semaine à tous. Merci. Le Cameroun est un pays qui a foncièrement un fonctionnement anormalement anormal. Aïe, aïe, aïe. Les agents étatiques désignés pour fluidifier nos soi-disant axes routiers, ils vont uniquement pour se remplir les poches. Le suivi des écoles, n'en parlons même pas. C'est catastrophique, mais je les comprends aussi d'une certaine manière, car la plupart de ces personnes désignées pour veiller sur nos routes ont payé des sommes faramineuses pour être à leur poste. Nos routes, n'en parlons même pas. C'est car inexistante du côté des chauffeurs et agences de transport, le non-respect de certaines règles de conduite en sont la cause, avec pour certains des phares qui peuvent rendre aveugle tout un quartier, non-respect des tonnages et bien d'autres. Côté passagers, tu entends une personne dire « je vais juste arriver à destination », mais pour moi, si l'État fait son travail, même à 50%, on ne verra plus certaines tragédies arriver puisqu'il n'y a pas de risque zéro. C'est John depuis Ngaoundéré qui fait un peu ce descriptif de ce qu'on vit sur nos routes. Bonsoir mon cher et à tous les invités. Alors, pour libérer ma sanction, la gendarmerie mobile de Bafia et sans oublier l'agence et en même temps l'État, pas de lampadaire sur l'axe route. Au sortir de là, je vous souhaite voilà, lui décrit un peu, ça vient de Port-Gentil au Gabon, qui indique justement qu'il n'y a pas de lampadaire par exemple. Nos routes ne sont pas éclairées, les sanctions ne suffisent pas. Bonsoir à tous, je suis Zam Aléocole, étudiant en droit. C'est un thème vraiment pertinent que vous avez choisi là. À mon humble avis, la réponse à cette question est duale. Premièrement, l'État qui n'entretient pas ses routes. L'État ici, ce sont les CTD aussi. J'ai d'ailleurs apprécié l'exemple présenté par l'un des parlementaires sur le plateau, l'un des panélistes concernant l'axe Abomban-Bertois. Il faut y faire un tour pour constater la disparition des plaques de signalisation et la forêt qui envahit la chaussée. Deuxièmement, les usagers qui non seulement dégradent cet espace public, on aperçoit dans les bus de transport des personnes qui jettent des ordures sur les routes, sans oublier le non-respect du code de la route par des chauffeurs. Beaucoup d'éléments qui contribuent à répondre à notre question. Accident de la circulation, qui faut-il finalement sanctionner? Accueillons Viviane Andrea Bessala pour la revue de presse de ce soir. Bonsoir Viviane Andrea. Bonsoir Jean-Jacques Zeu, bonsoir à votre panel et bonsoir à ceux qui nous regardent à la maison. C'est un plaisir de t'avoir ce soir. Je ne sais pas pourquoi Jacques Léon se fait comme s'il est très occupé pour ne pas m'aider à accueillir comme cela se doit Viviane Andrea qui éclaire ce plateau. Je ne sais pas, il faut que j'enlève mes lunettes, c'est bon? C'est mieux? Elle est véritablement lumineuse. Hein. Les lumineuses, avec ou sans lunettes avec ou sans lunettes, avec et sans les lunettes, elle est lumineuse. Alors, je les remets, qu'est-ce que je fais? Mais je la préfère avec les lunettes. Avec les lunettes. Donc, je peux les remettre. D'accord. C'est comme tu es le seul à avoir une cravate rose sur le plateau. On s'en tient à ce qui demande parce qu'il a mis une cravate. Elle est violet. C'est pas du violet, c'est du rose. C'est du violet ou du rose? C'est pas du rose fuchsia? Non, c'est du violet. Ça se rapproche un peu quand même au rose fuchsia. D'accord, on respecte cela. Avec des lunettes donc, pour nous conduire comme cela se doit, dans les kiosques. On commence par quoi? Jean-Jacques Zeu, en cette soirée, début de soirée, on va dire que les journaux restent donc chargés et très intéressants. Nous ouvrons avec Info Matin, géré par Dieudonné Veng, qui justement ouvre sur l'enseignement privé de base. À l'ouverture hier à Yaoundé de la 21e session de la Commission nationale de l'enseignement privé de base, le ministre de l'Éducation de base, professeur Laurent-Serge Tundingwa, appelle les fondateurs et directeurs d'établissements à davantage de bonne moralité. Le ministre met également en garde les promoteurs qui traînent les pouvoirs publics devant les tribunaux. Une actualité qui pose donc la question de responsabilité, surtout de gouvernance dans le secteur éducatif. Mais derrière cette actualité, Info Matin porte également une nouvelle beaucoup plus douloureuse. Au bas de une, la presse camerounaise en deuil, titre également ce journal. Duke Atangana Beto Togo, ancien rédacteur en chef de la Nouvelle Presse et de la Météo, mais aussi tout premier rédacteur en chef et secrétaire des rédactions d'Info Matin, a décédé
décédé hier, 17 août 2026, à Yaoundé des suites d'une courte maladie. Une grande plume qui malheureusement s'en va. Le journal rappelle notamment le rôle marquant justement qu'il a joué dans le paysage médiatique camerounais à travers les populations qui avaient parfois secoué l'opinion, à travers des publications qui avaient souvent secoué l'opinion. Et cette disparition est naturellement reprise par un autre titre, la presse nationale, la presse en deuil, voilà, au revoir grand rec du quai à Tangana et au Togo. Et là, on est justement avec le Miroir qui rend également hommage à celui-là qui aura marqué le journalisme camerounais par son parcours et sa plume. Un même constat, la presse camerounaise vient de perdre l'un des siens. Mais après cette page douloureuse, les journaux nous ramènent à une actualité qui, elle, a porté beaucoup de joie et de fierté au pays. On parle du sacre et du grand retour des Lions indomptables. Cameroun Tribune revient donc ce soir sur l'arrivée hier à Yaoundé des championnes d'Afrique 2026. Accueillis par une population en liesse, les Lions ont effectué un tour de ville afin de présenter leur trophée à leurs supporters. Une arrivée qui ressemblait davantage à une grande fête populaire qu'à un simple retour de compétition. Et cette ferveur mutation la résume également en 2 mots, mesdames, messieurs. Yaoundé, communion majuscule. Pour mutation, l'accueil réservé aux champions d'Afrique a été exceptionnel. De l'aéroport jusqu'à leur hôtel, les Lions ont été accompagnés par une foule assez enthousiaste venue célébrer celles qui viennent justement d'offrir au Cameroun un nouveau moment de fierté sportive. Une communion populaire qui va donc témoigner de l'impact justement de ce sacre. Bien au-delà naturellement des terrains, le messager à son tour va titrer après le sacre au Maroc, retour triomphal des Lions, retour triomphal des Lions suspendus. Il faut préciser, le journal insiste justement sur la ferveur populaire, l'émotion d'un premier sacre continental et les images fortes de cette journée de célébration en retour, mesdames et messieurs, qui aura donc été à la hauteur de l'exploit réalisé au Maroc. Et justement après le trophée et la foule, le journal bleu d'Aman Mana choisit de mettre des visages sur cette belle victoire. CAN féminine de football, les visages des championnes d'Afrique. Le jour nous invite à découvrir celles qui se cachent derrière cette victoire historique. Au-delà du trophée, ce sont des joueuses, des parcours, des personnalités et surtout des femmes qui ont porté haut les couleurs du Cameroun. Et après cette longue séquence consacrée aux héroïnes de la CAN, changeons maintenant complètement de terrain et direction les établissements publics et la question de leur performance. La météo va s'intéresser ce soir aux établissements publics et surtout à leur performance. Le journal révèle notamment que l'agence de régulation des télécommunications dirigée par le professeur Philomon Zozamé fait désormais partie des institutions classées dans la 2e catégorie. Et ce reclassement a été acté par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, dans un arrêt signé le 13 août dernier. Et derrière justement ce classement, c'est donc la question de performance des institutions publiques qui se pose. Et qui dit performance dit forcément évaluation, mesdames, messieurs, mais aussi rémunération. Raison pour laquelle Défi Actuel se penche sur ce sujet et titre ce soir le nouveau barème des salaires des DG d'entreprises publiques. Justement, on parle de rémunération. Défi Actuel revient donc sur la nouvelle classification des entreprises publiques camerounaises publiée le 13 août par le ministère des Finances. Cette classification qui détermine également les niveaux de rémunération et certains avantages accordés aux dirigeants. Mais le journal pose surtout une question de fond. Existe-t-il un véritable lien entre la performance des entreprises publiques et le coût de leur gouvernance? Une interrogation que prolonge donc Eco News avec un titre beaucoup plus incisif. Justement, entreprises publiques, le MINFI coupe le robinet des salaires XXL des DG. Et oui, Eco News explique que la nouvelle classification entend désormais plafonner les indemnités et avantages sociaux en fonction de la performance économique réelle et du rang de chaque entité. Pour les structures chroniquement déficitaires, le message est donc particulièrement clair. Les avantages des dirigeants devront désormais davantage tenir compte des résultats sur le terrain. Et après les entreprises publiques, place maintenant à une autre actualité politique avec un détour par la Haute-Sanaga. Haute-Sanaga, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais sonne la mobilisation générale du côté de Méyété. Le journal revient sur la conférence conjointe des
les sections du RDPC, de l'OFRDPC et de l'OJRDPC de la Haute-Sanaga Sud-Est. Amélie, les responsables et militants ont été appelés à renforcer la cohésion interne et à intensifier leur présence sur le terrain en prélude aux prochaines élections législatives et municipales. Une mobilisation politique qui se veut donc déjà tournée vers les prochaines échéances électorales. Et dans un autre registre, Défense d'Afrique, on va donc s'intéresser à une affaire qui continue de faire parler dans le monde médiatique. On revient sur cette cabale contre le PDG du groupe La Météo, Dieudonné Mveng, qui tacle donc et Foudou. On vous manipule contre moi. Défense d'Afrique rapporte la réaction de Dieudonné Mveng, PDG de Info TV, dans une lettre ouverte datée du 12 août. Il répond aux accusations portées contre lui, rejette notamment les allégations de financement par certains responsables politiques et dénonce ce qu'il présente comme une manipulation. Une affaire qui continue donc d'alimenter les débats dans le paysage médiatique camerounaise. Et naturellement, de la polémique médiatique, nous passons maintenant à une autre question sensible, celle de la gestion des finances publiques. Le point Bi-Hebdo va poser une question lourde ce soir. Gestion de l'État, des serres budgétaires, la récession, point d'interrogation. Le journal dresse un constat préoccupant sur l'évolution des finances publiques depuis 2019, évoquant notamment l'importance de l'endettement et l'absence, selon lui, d'un impact suffisamment perceptible sur le quotidien des Camerounais. Il pointe également les difficultés autour de l'exécution du budget d'investissement public, alors même que les projections pour 2027 sont déjà envisagées. Une qui pose finalement la question centrale: comment, mesdames et messieurs, redonner de l'oxygène aux finances publiques tout en produisant un impact concret sur la vie des citoyens? C'est une question également très importante. Et après cette séquence consacrée aux finances de l'État, le Levant va nous ramener une fois de plus à la fierté nationale. Oui, on revient en sport avec ce championnat, ces championnes d'Afrique. Cannes 2026, les Lions offrent une première étoile à Samuel Eto'o-Fils. Le Levant revient sur la victoire des Lions indomptables, 3-0 face au Malawi. Voilà, au-delà justement de la couronne continentale. Le journal voit dans ce sacre une victoire historique, celle de la première étoile continentale du Cameroun et du premier titre de l'ère Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football. Le journal souligne également l'organisation autour de cette compétition, naturellement saluée par le président de la République, Paul Biya. Et pour refermer cette revue de la presse, nous quittons les terrains de football pour une actualité malheureusement beaucoup moins réjouissante ou réjouissante, si vous le voulez, dans l'extrême nord du pays, avec l'œil du Sahel qui nous amène justement dans le Mayo Sava, avec une information particulièrement préoccupante ce soir. Cette personne aurait été enlevée, c'est ce que nous dit ce journal, une actualité qui rappelle la persistance des enjeux sécuritaires dans cette partie du pays et qui mérite naturellement une attention particulière. Et voilà donc ce que nous proposent les journaux ce soir. Jean-Jacques Zé, on vient de faire le tour d'horizon. Merci de votre aimable attention. Merci pour les commentaires que je suis en off là. Il y avait des commentaires en off. Les regards, les signes. Il y avait des commentaires en off. Il voyait des regards, des signes. Voilà le danger. Le danger des lunettes. Hein? Si elle n'avait pas des lunettes, elle n'allait pas voir sur les côtés et voir tout ce qui se passe. Je voyais des commentaires à droite, à gauche. Je ne sais pas pourquoi, Jean de Dieu, on veut à la une. Le Levant. Le Levant. Ouais. Le Levant titille tout le monde camerounais. Moi aussi, j'ai ressenti cela. Vous connaissez cette publication de Le Levant? Oui, bien. Non, vous le connaissez? C'est pas vous. Qu'est-ce que vous voulez? Affichez-nous la une de Le Levant. S'il vous plaît, vraiment. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est pas une étoile à Samuel Eto'o? Je sais pas pourquoi Est-ce que c'est pas sous l'air Samuel Eto'o? nous gâcher la fête. Non mais la fête elle est belle. Nous gâcher. Les Lions offrent une première étoile à Samuel Eto'o. Dit Le Levant. Ne nous gâchez pas la fête. C'est la vérité. Moi je suis d'accord. Quel beau Pourquoi on titre. gâcherait la fête? Voilà. Ne gâchez pas la fête. Quel beau titre. Vous accusez Le Levant de vouloir gâter la fête? Oui, ça des titres. Il y a un monsieur de l'autre côté qui dit j'arrive. Il va arriver, genre de Dieu, en train de prendre les kalachnikovs, je ne sais pas pourquoi. Il va tirer fort. Ce n'est que la vérité. C'est la première étoile sous l'ère Samuel Eto'o. C'est les faits. Ouais. 5 ans après, il le fallait quand même. Voilà. Oui, 5 ans après, il le fallait. D'accord, merci Viviane. Merci, et puis surtout, essaie de te reposer Merci. parce qu'on va te retrouver à 6h30 demain matin, à 10h pour la revue de presse, Espace Miné, et à 17h
pour la revue de presse de le Grand Et Soir. pendant ce temps, nos services commerciaux, on Et tire en les même temps, factures, on il faut négocie. gérer toute la clientèle et tout ça. On voit comment la page commerciale prend du volume. C'est beaucoup de travail. Ouais. Voilà, il suffit pas... Non, je ne dirai pas ce que vous voulez dire. Merci. Mais il faut une grande bosseuse, voilà. Merci C'est ça qui est Jean-Jacques, important. merci Jean-Jacques. On fait ce pour quoi on est payé, on est passionné et voilà, on continuera de le faire tant que le Seigneur nous donne la possibilité. Voilà. Rendez-vous demain. Rendez-vous demain soir à 17h pour une autre belle balade dans les kiosques. Et je fais votre exercice au matin. Oui, il faut le dire, parce qu'après vous serez avec moi sur le plateau, parce que c'est vous qui présentez la revue de la presse le matin. Voilà. Donc on est ensemble à 16h30. Donc finissez, vous allez également vous reposer. Merci beaucoup. Allez, bonsoir à vous. Le Cameroun, c'est le seul pays au monde, au lieu d'avancer, il recule. Il fait la marche en arrière. Vraiment, ça fait tellement honte. Les routes sont gâtées, le travail pour les jeunes, rien. Bref, rien ne va dans ce pays. Pourtant, c'est un bon pays très riche, mais les mauvais dirigeants, vraiment, cherchons à rendre notre pays comme d'autres qui avancent. Heureusement qu'il y a cet appel à ce que nous tous on se mette au travail pour que le pays avance. Bonsoir Jean-Jacques, et à ton panel, c'est pour permettre à Jean de Dieu de s'installer. Par rapport à ton thème qui est vraiment d'actualité, il faut d'abord féliciter la plupart des chauffeurs des régions septentrionales. Ces chauffeurs, lorsqu'ils sont sur le volant, ils ne prennent pas d'alcool et souvent, quand l'heure de la prière arrive, ils garent leur voiture, font la prière avec les autres passagers musulmans comme eux. Parfois, ces prières peuvent vous empêcher de faire un accident qui était programmé par on ne sait quel esprit maléfique. Au Grand Sud, c'est le contraire. Certains chauffeurs mal intentionnés prennent d'abord quelques gorgées d'alcool avant de prendre la route. Comme vous pouvez bien le constater, conduire dans un état d'ébriété mène souvent aux accidents qu'on pouvait en réalité éviter. Donc, pour moi, outre l'état de nos routes très dégradé, il faut d'abord jeter l'anathème sur ces chauffeurs. Ils sont les premiers à sanctionner. C'est Amadou Filémon depuis Tcholiré qui envoie ce message. On vous salue du côté de Tcholiré. On pense également à ceux qui sont à Toubouro et consorts dans le Nord. Revenons à la presse. Quelle est la une qui a retenu l'attention de Richard Bondol, par exemple? Oh, ben, moi, c'est l'actualité qui inonde le paysage camerounais depuis la dernière finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Je crois que c'est l'actualité qui est à l'honneur. Sauf que vous n'avez pas mis ce sujet en grande une. Je n'ai pas pour le moment, j'avais à l'époque des journalistes sportifs dans ma rédaction. Ah d'accord. Je ne voudrais pas m'aventurer sur un terrain qui va m'emmerder. Je préfère avoir quelqu'un qui s'y connaît et qui peut animer une page sportive. C'est vrai que le sujet que vous avez évoqué qui concerne la mobilisation de l'État autour de l'accident exactement. est également très important. Puisque j'étais sur le terrain. D'accord. Donc c'est la raison pour laquelle je dis vraiment au boulanger la pâte. Donc que ceux qui font du sport animent le sport et que ceux qui font dans l'information générale essaient de nous tenir des sujets qui peuvent au moins édifier l'opinion. Mais là, on a des sujets concernant justement le sport totalement jubilatoires. Retour triomphal, triomphe, victoire. On peut comprendre cela quand même. Non, mais je crois que pour notre pays, c'est une première. Ouais. C'est une première après tous ces exploits qu'on a connus. Du temps de Enganamut, c'était les pionnières au niveau de notre équipe Fanion féminine. Aujourd'hui, après, je crois, 3 tentatives, la 4e a été bonne. Il faut saluer déjà la persévérance de ces enfants, il faut saluer le coaching, il faut saluer le staff, il faut saluer l'État du Cameroun, et bon, il faut aussi saluer la FECAFOOT. Chacun à son niveau a essayé d'apporter la pierre qu'il faut pour que nous puissions atteindre déjà ce niveau, en oubliant déjà que nous étions des repêchés. Donc cela, pour moi, devrait ramener... Donc bravo Motsepe. Ben voilà. Bravo Motsepe. Ben dis donc, on doit le bénir. Donc, il aura un autre mandat. On doit le bénir. Pour moi, c'est quelqu'un qui nous a ressuscités. Parce qu'il aurait pu attendre après cette carte. Bien sûr, il aurait dû procéder à la modification. Voilà. Donc nous, étant donc repêchés et arrivés à ce stade-là, qui plus est encore, arracher cette coupe. Et de quelle manière? Donc je crois qu'il faut féliciter tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre au triomphe des Lions. D'accord. Jean de Dieu. Oui. Quel titre
Le titre du Levant. Parce que il faut que, je sais pas, le règle du Levant a changé les données. Comment cela, il a changé les Voyez-vous, données? nous avons, c'était la 4e fois que l'équipe nationale féminine Oui. Alors, on affiche le allait, Levant. oui, allait Les Lions offrent chercher une première étoile à Samuel Eto'o. Non, les Quels sont Lions offrent une première étoile au Cameroun. D'accord. Il faut cesser de personnifier les gloires de la nation. Ouais. Et ça, c'est contre l'histoire. C'est fausser l'histoire. Et c'est ce que nous Est-ce qu'il n'y a pas ça refusons. dans l'histoire? Non, non. Première étoile de Samuel non. Eto'o à la tête de la Fédération Écoute, camerounaise de football. non. Ça reste l'histoire. Non, c'est la gloire du Cameroun, c'est la gloire On est d'un d'accord. peuple. Ce n'est pas la gloire d'un individu. Il faut refuser avec force qu'on attribue les gloires de tout un peuple, de toute une nation, et celui-là même qui incarne cette nation, ce peuple-là, c'est le chef de l'État. Alors c'est à lui que Les le Lions Levant offrent une première étoile au chef de l'État. oui. C'est vrai. Les Au Lions chef de offrent l'État, une première les Lions étoile offrent au Cameroun. C'est au vrai. Cameroun. À Samuel Eto'o, c'est aussi vrai. Écoutez, c'est pas faux. Ah d'accord, merci. C'est pas faux, mais je pense que il faut premièrement donner à César ce qui appartient à César. Et César ici, c'est celui-là qui incarne les institutions qui représentent le peuple. Et c'est le Cameroun. D'accord. C'est le chef de l'État qui a demandé par la voix du Premier ministre que les enfants ramènent la coupe et qu'il les attend. Mais c'est ça qui pose, qui heurte. Mais le problème, c'est qu'on est très... Généralement, quand ça se passe mal, c'est Samuel Eto'o, le responsable. Non, les responsabilités... Généralement, vous retenez que c'est Samuel Eto'o, le pas responsable lorsque ça se passe mal. Maintenant que ça se passe bien et que le Levant pense que Eto'o a voulu de cette étoile. Et on le sentait, même humainement, qu'il avait besoin de cette étoile. C'est le Cameroun qui voulait, qui courait, qui... Vous avez une icône sans étoile pour que vous venez vous asseoir ici pour dire que vraiment il ne nous sert à rien? Non, non. C'est le Cameroun qui courait derrière cette étoile-là depuis des décennies. C'est le Cameroun qui a été barré 12 fois par le Nigeria, c'est-à-dire à chaque fois qu'il rencontrait le Nigeria, on perdait face au Nigeria. C'est le Cameroun aujourd'hui, le peuple tout entier, qui a bravé cette barrière-là en renversant le Nigeria. Et c'est ce Cameroun aujourd'hui qui nous donne, qui a gagné cette étoile-là par les Lions indomptables, l'étoile à laquelle il courait. Alors, c'est bon, l'étoile de Paul Biya, c'est l'étoile du Cameroun. C'est l'étoile de la FECAFOOT. C'est l'étoile de la FECAFOOT. Oui. Ce n'est pas l'étoile de Monsieur Eto'o. On peut prendre le contenu et le contenant. C'est l'étoile de la FECAFOOT. C'est l'étoile de Mouele Kombi. Vous êtes d'accord? Non. Puisque ce n'est pas l'étoile. Non, lorsque Samuel Eto'o partira de la fédération, vous lirez son palmarès. Non. Et dans ce palmarès, vous mettrez cette étoile-là. Ce n'est pas l'étoile de Monsieur Mouele. Ce n'est pas l'étoile de Monsieur. La corbeille d'Eto'o était vide. Quand on présentait les corbeilles de le président, lui n'avait rien dedans. Ce n'est ni l'étoile. Non, ce n'est ni l'étoile du ministre Mouele Kombi. Ça rentre dans son bilan. Ça rentre dans son bilan. Ça rentre dans le bilan de son article. De Paul Biya. De la gouvernance du renouveau. On fait du Issa Chingoma. Là, on fait du Issa Chingoma. Et je dis, non, je ne sais pas ça. Je refuse qu'on attribue la gloire du peuple camerounais à un individu. D'accord. Que ce soit M. Eto'o, que ce soit M. Mouele Kombi, il ne mérite pas. C'est l'étoile de la FECAFOOT, c'est les institutions qui gouvernent un État et non des individus. D'accord, c'est dit dans le Levant, en lisant le chapeau, que c'est une victoire, la première pour le Cameroun, pour l'équipe nationale, et aussi la toute première sous l'ère Samuel Eto'o, et dont les Lions ont offert cette toute première étoile à Samuel Eto'o. Là, c'est le DP qui parle. C'est le DP qui parle maintenant. Là, c'est le DP, mais il veut descendre le DP de le Levant en direct. Moi, sur son propre plateau. D'accord. La une qui a retenu l'attention. Oui, ma une, c'est Eco News qui parle des salaires XXL des DG. Ouais. Qui vont quand même un peu baisser. Vraiment, quand c'est bien fait, on apprécie, on doit apprécier. Le ministre des Finances est en train d'adopter vraiment le chemin que nous décidons, nous voulons. Ouais. Je vois que le travail de Madame Biolay porte déjà ses fruits, parce qu'il dit il va lier
ses salaires, ses performances, ses salaires aux performances. Et différents avantages. C'est très bien, c'est tout ce qu'on lui demandait. Puisque Mme Biolé nous a révélé que toutes ces entreprises sont déficitaires. Aucune ne rapporte 5 francs à l'État. Donc si le ministre des Finances prend déjà le taureau par les cornes, parce que on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'un monsieur est rémunéré à 30 millions le mois. Or, son entreprise, c'est un gouffre comme... C'est un gouffre de avec financer tous les avantages. Oui, il en a. Il y a même des entreprises dans ces pays à qui on perfusait 1 milliard chaque mois. Je ne vais pas citer celui du côté de Douala, une entreprise aérienne. 1 milliard chaque mois. Une entreprise... On vous a dit que cette entreprise a fait dans le social. Mais cette entreprise se retrouve avec, je ne sais pas si j'exagère, c'est 2000 employés pour une flotte de 5 avions, on ne sait pas, 2000 employés. Est-ce que la région pourrait avoir la une d'émergence, même si elle n'est pas passée la revue? À un moment donné, nous allons rejoindre le ministre des Finances, nous le félicitons, mais qu'il étende la mesure un peu plus loin, qu'il aille au niveau du fonctionnement de l'État. Les véhicules administratifs, oui. Comment est-ce qu'un fonctionnaire peut se retrouver avec un véhicule de 60 millions? C'est impossible, ça. C'est incompréhensible dans un pays qui... Nous sommes en pleine austérité. Quand un fonctionnaire roule dans un véhicule de 60 millions, on à la fin du mois, il touche 300 000, 400 000. Vous êtes même modeste, hein, 60 millions. Oui. On voit souvent les appels qui sont lancés pour l'acquisition des véhicules. On est à 80-120 millions. Aïe, aïe, aïe. Dans un pays comme le nôtre, nous sortons des PPT, actuellement nous sommes en austérité, et on passe des appels d'offres des véhicules de 80-120 millions. Donc nous encourageons le ministre des Finances d'aller au-delà du salaire des fonctionnaires. Des DG, et d'étendre la mesure au niveau de tout le fonctionnement de l'État, dans le train de vie, les véhicules, les séminaires, les colloques, les congés, tout, il doit retrancher. Mais en retranchant, nous lui suggérons On peut déployer cet argent où? d'être transparent sur le redéploiement. Sur le redéploiement. Parce que dernièrement, il a fait un comptage physique des personnels agents publics de l'État. Il nous a dit qu'il a décelé 3-4 milliards de bénéfices, 3 ou 4 milliards de gains. Parce que à cette période-là, Jean-Jacques, nos aéroports, il y avait des vols, les gens arrivaient, les gens quittent partout pour venir essayer de se faire identifier et rentrer. Parce qu'on a l'impression que les Camerounais sont coupables de quand même en grande partie ce qui nous arrive. Beaucoup. Comment quelqu'un va rester au Canada et payer un solde au Cameroun? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc, qu'il fasse bon usage de cet argent qu'il va récupérer. Tout ce qu'on il y en a beaucoup qui sont partis comme ça, hein, qui ont laissé leur carte bancaire aux membres de la famille, qui vont toucher le salaire à la fin du mois. Peut-être qu'on va appliquer la méthode Olingi Kegema, qui a fait en soi les DG. Oui. Toi, tu as combien? 6 millions. Ramenez-moi ça à 2,5 millions. Il dit, même mes généraux ne touchent pas ça. Toi, tu as combien? Il dit, incroyable. Vous voyez, moi, cette affaire-là, c'est d'application immédiate. Parce qu'il y a des gens qui ont 30 millions par mois. Richard, vous voulez dire un mot là-dessus? Oui, mais je voulais juste rebondir un peu pour dire deux petites choses. Deux petites choses. L'État a démissionné. C'est une démission. L'État a démissionné de cette affaire parce que je me souviens à une époque, quand il était question on parlait du recomptage physique du personnel de l'État. L'État avait pris un train de mesures qui visait dans ce recensement à mettre hors d'état tous ceux qui ne répondent pas présents à leur poste. Oui. Mais on a eu l'impression que c'était un feu de paille. On a juste bougé 2-3 mois et après terminé, on n'en parle plus jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire que les mêmes habitudes ont repris. C'est pour ça que les gens qui sont au Canada aujourd'hui touchent des salaires au Cameroun. Ils sont en France, ils touchent des salaires au Cameroun. Ils sont dans quelques pays du monde, mais ils touchent des salaires au Cameroun. Mais l'État ne prend aucune mesure, pour les sanctionner et 2 pour suspendre les salaires. Mais comment est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans un état de déficit? C'est ça le problème. Deuxième chose, moi j'ai l'impression, et je parlais de ça ici une fois dans ce plateau, mais la tolérance, c'est ça qui va tuer ce pays. La tolérance administrative va tuer ce pays parce que l'État ne veut pas prendre ses responsabilités. Si un seul instant, ce que vient de dire mon frère, moi j'adhère à 100%. Si l'État, un seul instant, prenait à 100% ses responsabilités dans l'optique de sécuriser ses finances, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et le plus gros des fonctionnaires qui militent, ce sont les enseignants. Oui. Ce sont les enseignants. Le reste, bon, ils ne font que suivre simplement, mais je crois qu'il faut mettre un train
de vie, ou alors un train de fonctionnement, ou un train de gouvernance dans ces institutions-là pour qu'on ne puisse pas se retrouver avec la fuite des cerveaux dans notre pays. Et regardez, on finit par de vous former. Mais voilà, vous êtes formé au fait de la princesse, et puis vous partez. Vous partez, et puis qui perd? Alors, un seul fonctionnaire, la formation d'un seul fonctionnaire, coûte combien à l'État du Cameroun? Alors, quand on a une seule fuite de cerveau, où aujourd'hui on dit que le Cameroun a le plus grand taux de médecins dans l'Hexagone, mais pourquoi ils partent? Alors que le pays est en train de mettre en place des infrastructures sanitaires, bon bref, même s'il y en a qui s'exilent pour aller se soigner ailleurs, mais nous avons quand même un plateau technique au Cameroun qui peut au moins soigner le palu. Si les gens peuvent prendre l'avion pour aller soigner le palu à l'extérieur, mais soyons sérieux. C'est pour ça que je parle de cette affaire de tolérance, ça ne va plus. Il faudrait que l'État prenne ses responsabilités et que tous ces errements-là s'arrêtent. D'accord. Jean de Dieu, sur l'affaire des salaires des DG? Oui, sur l'affaire des DG, moi je me pose la question, il a parlé de clarté, le ministre fera comment pour nous ramener toutes les performances? Parce que quand on commence, qu'il s'attende que le peuple regarde. Sur quelle base il va juger le salaire et les performances? C'est-à-dire, vous avez rentabilisé... Il a le bilan chaque année. Chaque année. Il y a le conseil d'administration à chaque conseil d'administration. Et si c'est faussé, lui, il a quel levier? Il a quel levier? Quand le bilan est faussé, immédiatement, ça va se ressentir au niveau de l'imperformance. Et qu'est-ce qui témoigne que ce sera respecté au point où... Vous voulez compliquer encore la situation? Je complique. Accorder le bénéfice du doute, non? On suppose quand même qu'en arrivant à ce niveau, moi je reste dans sa logique. C'est-à-dire, l'État a démissionné et j'ai l'impression qu'on crée des choses pour essayer de nous calmer, de calmer le peuple. Jacques Léonce. Bon, je ne vois pas... Oui, Le Levant encore? Je suis tombé amoureux ce matin du journal Le Levant. Oh là là. C'est 400 francs de ce journal. C'est 400 francs le titre. Une m'a particulièrement intéressé. J'ai dit waouh, là c'est du bon. C'est du bon. Attendez, là c'est Jacques Léonce qui parle. Ah oui. Qui trouve que c'est du bon, le titre de Le Levant. Régis, le titre de Le Levant. Jacques Léonce est cité parmi les hiboux. Ce pays, parce que Le Levant a rappelé les faits. Oui. Que enfin, monsieur le président de la FECAFOOT peut se targuer d'avoir quelque chose dans sa gibecière. Et il refuse d'être humble. Là, il y a zéro humilité. Dans sa gibecière. Mais quelqu'un a rappelé ici quand même que les lions ont été repêchés. Alors, on se retrouve dans un contexte où les lions ne peuvent même plus se qualifier. Mais c'est plus héroïque du manque que repêcher aille gagner, non? Vraiment. Vous voyez donc dans quel niveau ce monsieur-là nous a conduit, où les lions ne peuvent même plus se qualifier à une édition de Coupe d'Afrique. Et pourquoi il mérite d'avoir changé? C'est terrible. Voilà pourquoi monsieur Moutique mérite vraiment d'être honoré. Vraiment, c'est un ange. Et pourquoi lui ça avait changé? Mais ça a bien commencé. Les faits sont sacrés. Est-ce que ce n'est pas la première étoile de Samuel Eto'o? Ça l'est. Je rappelle donc les faits. En disant que les Lions qui ont gagné cette étoile-là ont été repêchés. Je pensais que le Danemark ne se réjouit pas de son trophée de 92, repêché et qui gagne une Coupe d'Europe parce qu'ils ne se réjouissent pas. Est-ce que c'est toujours allusion? Oui. Est-ce que c'est écrit quelque part le trophée que moi j'ai vu Samuel Eto'o et les Lions avec là? Est-ce que c'est écrit que le trophée qui revient à une équipe qui fut? Non, je parle de faits. Qui fut repêché? C'était les belles performances. Non, c'était le rattrapage. Dans tous les cas, cette compétition, il n'y avait aucune équipe qui jouait. Et on mettait l'astérisque. Repêché. Non, le repêchage. Mais sauf que les faits nous rappellent que le Cameroun a été repêché. Et c'est donc c'est extraordinaire. C'est ça l'exploit. C'est extraordinaire que le Cameroun, le Cameroun de Michel Ngonamani, le Cameroun de Galen Ganamou, le Cameroun d'Abou Djungene a été repêché pour une édition de Cannes. Mais c'est terrible. C'est terrible. C'est incroyable. On parle du Cameroun. Et donc, monsieur Eto'o doit véritablement louer ces filles-là. D'accord. C'est un sauvetage? Non, c'est un gros sauvetage. Ah bon? Ce n'est que la première année de son deuxième mandat. Ce monsieur était dans la gadoue. Ce monsieur sort de loin. Il sort de très loin. C'est pour ça qu'il doit célébrer, il doit fester. D'où sa sortie? Il a été sauvé ce matin. Ben oui, il a été sauvé. Ah bon? Il sort de loin. Là, c'est ton sentiment. Et je suis d'accord avec ce sentiment parce que à la fin, celui qui a une étoile là,
celui qui aura l'étoile dans son palmarès. C'est monsieur. C'est Samuel Eto'o. Ah oui. Vous mettez le Cameroun. 5 ans après. Non, quand on parle de bilan, vous faites, puisque vous êtes en train de dire que 5 ans, il n'a rien eu. Ah oui. Maintenant qu'il a quelque chose, vous renvoyez au Cameroun. D'accord que c'est le Cameroun, mais le bilan, la fiche d'Eto'o que vous présentiez souvent, montrait que lui n'a encore rien. Même si Jean-Jacques... On a même tenté de mettre l'UNIFAC. Vous avez dit que non, l'UNIFAC ne sert à rien. Jean-Jacques, même si c'est un crochet parmi 14 probables. Voilà. Bon. Mais personne ne gagne. Ça fait une moyenne de... Le ratio est quand même... à peine 3 suivants. Vous êtes toujours dans le football là. Oui, vous avez les ratios compliqués. Donc ça c'est vraiment... Vous avez les ratios compliqués. Un seul trophée toutes les imputabilités que vous allez nous dire là. C'est quand même mieux que rien. On ne peut pas gagner chaque année. Mais sachez qu'on a souffert. C'est quand même mieux que rien. Mon voisin dit que tu es en train de gâcher. Non, ils veulent. On ne peut pas gâcher. En évoquant moi les combis, président Paul Biya, Samuel Eto'o fils, c'est le Cameroun qui gagne. D'accord. Allons-y. On est d'accord que le Cameroun gagne. Mais eux là, d'abord, maintenant, quand je dis eux là, nous tous on nous disait qu'on est des hiboux. Maintenant les faits parlent. Pourquoi est-ce qu'interdit hibou les faits parlent là? Alors que c'est le Cameroun. Moi j'ai vu une liste. C'est pour ça que je parle de l'étoile du Cameroun. Les gens qui ont fait ça ne sont pas sérieux. L'étoile du Cameroun. C'est le Cameroun qui a gagné. Le Cameroun l'a gagné. L'a gagné. Oui, sous la FECAFOOT l'a gagné. Samuel, parce que les gens disaient président de la fédération. La première fois qu'il y a Mohamed était le président parce qu'il a eu 2 cannes, voilà, 4 parties en Coupe du Monde. Donc donnons-lui aussi ses lauriers. Il a eu une canne féminine, la première canne de l'histoire. Et vous voyez bien que le titre dit une première. Oui, c'est une première. On n'a pas dit la première. Ce sont les gens qui peuvent l'avoir. C'est ça qu'on avoir d'autres. C'est ça que le président a fait café d'Arabie l'avait dit aux filles. Non, il a beaucoup ne connaissent même pas son nom. Toute la compétition est toute la compétition c'est non mais d'accord, le trophée mais toute la compétition moi je sais là. Je pense que personne ne connaît le nom de la Fédération espagnole de football. L'Espagne est championne. Je pense que le DP va sortir la presse. Le DP du Levant a voulu, s'il vous plaît. L'Espagne n'a pas une icône à la tête de sa fédération. Personne ne connaît le nom. Pas faire autre chose. L'Espagne est championne du monde. Vous imaginez Lionel Messi, président de la L'Espagne est championne du monde. Le jour que Lionel Messi sera président, on en parlera. Le Cameroun du Levant a voulu gâter la... Vous avez la nomination de seulement du coach français. Qu'est-ce qui s'est passé en France? Comment il y a eu effervescence? Le Levant a voulu gâter la fête en effaçant les visages des filles et leurs noms. Et j'aurais voulu qu'ils nous disent que le Bina et ses camarades ont donné la première étoile au Cameroun. Voilà. Ça aurait été le meilleur titre de toute la presse de cette semaine et de ce jour. Le Cameroun n'est habitué des titres. Maintenant, celui que vous avez dit qu'il ne peut rien gagner dans sa vie, il ne gagnera rien. Ce titre est magnifique. Ça c'est vertical. Le président Biya récolte les lauriers. Donc, meilleur une, c'est le Levant. Oui, merci beaucoup. C'est une ligne magnifique. Merci beaucoup. Merci. On va entrer dans la thématique qui nous rassemble ce soir. Je vois qu'il y a beaucoup de réactions et messages. Non, c'est pas l'objet du débat. Gardez les messages et allez dans les kiosques. Allez dans les kiosques. Achetez le Levant. Achetez le Levant. Commandez le Levant. Alors la question va s'afficher. Celle qui est affichée depuis hier, on ne l'a pas changée du tout. Qui faut-il sanctionner face aux accidents de la circulation dans notre pays? Jacques-Léonce Arono, lorsque la question est posée comme ça, comment est-ce que vous répondez? Je réponds de but en blanc, il faut sanctionner ce qui existe l'État du Cameroun depuis 43 ans. De but en blanc. Parce que Parce que les accidents ont commencé à 43 ans, c'est nouveau. J'explique pourquoi je réponds de but en blanc de cette façon. Et là, tu vas facilement comprendre pourquoi on donne l'étoile à Samuel Eto'o. Voilà. Allons-y. Parce qu'en réalité, on ne peut pas comprendre que 43 ans après, on n'est même pas de route. Parce qu'en réalité, le véritable problème des accidents de circulation, c'est la qualité de nos routes. Je crois que c'est la base. Quelles sont les routes sur lesquelles les Camerounais roulent au quotidien? Même en pleine cité capitale Yaoundé, les routes qu'on a vraiment donnent du tournis. Mais est-ce que Jean-Pierre a observé qu'on n'a même pas encore fini avec l'autoroute? Le bout de 60 km l'a fait des morts. Il n'y a même pas la circulation. On a l'autoroute et les gens y meurent.
Est-ce que c'est toujours la faute à la route? Oui, parce que peut-être on n'a pas été habitué à utiliser cette façon, cette qualité d'infrastructure. Et vous me regardez nos vieilles routes alors, c'est ça? Donc je crois que peut-être le véritable problème, c'est là, la qualité de nos routes. Donc les politiques publiques en matière d'infrastructures routières au Cameroun sont lesquelles? Vous avez quand même le ministère des Travaux publics qui a l'une des plus grosses enveloppes budgétaires. Mais cet argent-là sert à quoi finalement? Il y a toute une direction là-bas qui est censée s'occuper de la réfection, de la réfection des routes au quotidien. Il y a même le fonds routier. Il y a même le fonds routier. Mais tout cet argent-là sert à quoi? Lorsqu'on regarde la qualité de nos infrastructures routières, je crois que ça commence par là. Si on n'a pas de route, on ne peut pas parler d'autre chose parce que le véhicule roule d'abord sur une route. Lorsque la route est en bon état, je crois qu'il y a de fortes chances qu'il y ait un peu moins d'accidents. Donc je crois qu'il faut questionner d'abord la route. La route. Pourquoi en 2026, il n'y a pas de route au Cameroun? Il n'y a pas de route. Qu'est-ce que le ministère des Travaux publics fait au quotidien avec tout cet argent, chaque année, dans son budget? Lorsqu'on sait que c'est l'un des plus gros budgets, ça sert à quoi finalement? Parce que on a vu dernièrement, quand le pape est arrivé au Cameroun, on a vu quelques routes qui étaient en chantier depuis 5 ans, 3 ans, 2 ans, ont été livrées en quelques 2 semaines, 3 semaines. Est-ce qu'il faut donc attendre dans ce pays que le pape arrive chaque jour pour qu'on nous livre finalement quelques bretelles de route en pleine cité capitale? On a l'impression que ceux qui nous gouvernent dorment, ils s'ennuient tellement, ils se disent qu'ils n'ont plus rien à faire. On a vu, lorsque le pape était là, les routes ont été construites en quelques 2 semaines. Moi, vraiment, j'aimerais demander au pape de venir au Cameroun chaque jour pour qu'on ait de moins en moins de morts. Parce que si les gens meurent sur nos routes, c'est d'abord la qualité de l'infrastructure routière qui pose le problème. Donc, si ceux qui nous gouvernent ne comprennent pas que les politiques publiques en matière de construction des routes ont échoué et qu'il faut peut-être réinventer s'ils sont encore capables de le faire, parce que on se dit à un moment donné qu'ils sont eux-mêmes dépassés par les événements. S'ils sont encore capables de réinventer, se réinventer. Jacques Léonce campe sur l'état des routes comme principale cause, mais lorsqu'on fait un peu l'étude de ces accidents, les causes humaines sont citées à plus de 70%. L'homme. Jean-Jacques, la qualité de la route peut parfois pousser l'humain à faillir. Lorsque vous avez une route qui est serpentée, parfois des gens font des contorsions pour éviter un nid de poule. C'est une route qui est serpentée. Non, mais Jean-Jacques, parfois des gens font des contorsions pour éviter un nid de poule. Il est obligé de prendre une position qui n'est pas la sienne parce qu'il veut éviter un nid de poule, un nid d'oiseau. Ça circule comme ça sur nos routes, on le sait. Donc parfois, la qualité de l'infrastructure routière peut pousser l'automobiliste à faire des contorsions qu'il ne devrait pas faire, que le code de la route interdit, parce qu'il veut éviter un nid de poule, un nid d'éléphant. Et ça, nous connaissons quand même, il y a ça sur nos routes, les nids d'éléphant, ça existe. D'accord. Moulu, est-ce qu'on a la même lecture que Jacques Léonce Awono sur les causes des accidents? Qu'est-ce qu'il faut sanctionner? Je partage son avis à 100%. À 100%. Oui, sont nos dirigeants, c'est clair. Il faudrait pas que nous fassions le truc sur ce plateau. Nous avons confié notre destin à des dirigeants qui sont censés prendre soin du citoyen. On ne comprend pas pourquoi est-ce que le réseau routier camerounais dans l'état qu'il est 44 ans après. On ne comprend pas. Le ministre des Travaux publics nous fait comprendre que le budget n'est pas assez suffisant par rapport... Et il ne l'est pas. Oui, moi, je connais un ancien ministre des Travaux publics qui m'avait dit, je ne le dis pas à votre micro, mais je vous le dis en off, tout ce qu'on raconte là, on ne peut pas. Tant qu'on n'accorde pas un certain pourcentage, plus de 15% de notre budget, seulement pour les routes, on n'aura pas la route. Mais sauf qu'ils vont détourner cet argent. C'est ça le gros problème. Mais mettons d'abord cet argent. Non, sauf qu'ils vont détourner. Nous avons le fonds routier. Oui. Actuellement, je ne sais pas, grand journaliste que vous êtes, Jean-Jacques, je ne sais pas si vous avez des informations sur le bilan du fonds routier 10 ans après. Je ne sais pas.
sais pas si vous avez les chiffres exacts de ce que le fonds routier a englouti comme centaines de milliards. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Le chiffre, mais le fonds routier a quand même cette particularité de beaucoup communiquer. Oui. Je l'ai vu, je les vois souvent au SAGO, Salon d'action gouvernementale. Je les ai vus à Bagofit il y a de cela ils sont au courant de l'état des routes du Cameroun. Ils vous diront exactement à quel niveau eux ils doivent intervenir. Et quels sont les moyens qui sont à leur disposition. C'est important. Je crois que le message est passé. Le chargé de la communication du fonds routier peut réagir. Ce serait même un plaisir qu'ils viennent sur un de nos plateaux pour nous dire exactement ce qu'ils font. D'accord, très bien. Nous, on aimerait savoir ce que le fonds routier fait des fonds qui sont alloués à son fonctionnement et à nos routes. Passer cela, on les appelle comment? Le péage routier encore. Oui. Vous prenez 500 francs à chaque citoyen qui utilise la route. Chaque véhicule. Chaque véhicule. Oui. Qu'est-ce que vous en faites? Parfois, quand vous faites la route Yaoundé, Douala Bafoussam, vous vous demandez à quoi sert vraiment ce pillage. Mais Jean-Jacques, on se rend compte que les gens travaillent au Cameroun comme si ils sont des mercenaires, comme si après le Cameroun, ils iront ailleurs. Or, dans plusieurs avis de décès, on voit toujours unimé A. Donc ça veut dire que c'est toujours Benso, Unimé et Vodoula, Messamena. C'est au Cameroun qu'on va vous inhumer. Donc vous devez travailler au Cameroun comme si c'est votre pays, même pas comme c'est votre pays, c'est votre pays. On ne comprend pas le comportement de nos dirigeants. Le dernier accident en date, c'est vrai que le Minat est allé donner un cours de conduite sur place, mais est-ce que la dimension de la route est réglementaire? On me parle de 14 mètres. Est-ce que... Non, on n'a pas 14 mètres là-bas. Voilà. On a 3 mètres et demi fois 2. Je dis, quand j'ai tapé les standards internationaux, on me parle d'un écart de 14 mètres. Donc, le gabarit de ce bus et le gabarit d'un camion stationné, il restait quelle marge de manœuvre admettons la vitesse, mais il lui restait quelle marge de manœuvre? Pourquoi? Je parie qu'au départ, lorsque nous avons des financements sur le plan international, la Banque mondiale, le FMI, les routes souvent de se construire avec des standards au niveau international. Mais je pense que quand ces entreprises arrivent au Cameroun, je ne sais pas ce qui se passe. Ils diminuent la route de 2, on me parle de 3 mètres de distance ou 7 mètres, 3 mètres et demi. Je ne sais pas, c'est pour réduire les budgets. Parce qu'au fur et à mesure qu'on réduit la largeur de la route, ce sont des budgets en moins. Et donc, qu'est-ce qu'ils font finalement avec ces milliards? On ne comprend pas. Nous avons plusieurs nationales qui, quand vous voyez la nationale qui va c'est la nationale numéro 5, je ne sais pas, qui va jusqu'à N'Djamena, qui passe le corridor de Douala à Kousseri. Vous avez la nationale numéro 3 sur l'axe à partir de Yaoundé à Rala, c'est la nationale numéro 10 qui va se transformer en nationale autre chose plus loin. Voilà. Quand vous voyez le calvaire des camionneurs sur cette route, mais vous vous demandez si on veut vraiment se développer. D'accord. Donc vous êtes à 100% d'accord avec Jacques Léonce. La question, celle d'entre vous avez répondu hier, vous voulez peut-être ajouter une ou deux choses, mais Richard Bondol, sur qui faut-il sanctionner? On n'entre pas une question globale, on va entrer dans le cas précis tout à l'heure. Bon, pour moi, s'il y a quelqu'un à sanctionner, je ne crois pas que la question, bref, la réponse serait figée. Ouais. Pour moi, les responsabilités sont partagées. D'accord? Mais au premier plan, s'il y a quelqu'un à sanctionner, c'est l'État du Cameroun. C'est l'État du Cameroun dans ce sens où, aujourd'hui, le Cameroun est en plein, on va le dire entre guillemets, en plein développement. Mais dans son développement, le Cameroun n'a pas mis les ingrédients qui puissent permettre à ce que les conducteurs puissent être à l'aise sur les routes, surtout les nationales. Parce que techniquement, les nationales, c'est 2 fois 2 voies, ou 3 fois 3 voies. J'ai dit bien, les nationales, techniquement, c'est 2 fois 2 voies, ou 3 fois 3 voies. Les 3 fois 3 voies, on les retrouve dans les autoroutes. Les 2 fois 2 voies, c'est les axes, comme les axes routiers, comme du Yaoundé. Ce qu'on aurait dû avoir. Exactement. On aurait dû avoir 2 fois 2 voies. Oui. Mais, quand un financier vient chez toi et il dit que cet argent s'y est destiné à, je ne veux pas ici rappeler le juste de la gouvernance dans notre pays en ce qui concerne le financement lourd, qui concerne justement les routes. Beaucoup a été dit, la Cour des comptes a raconté beaucoup de choses,
Mais pour moi, je crois que pour sauver des vies, il faudrait que les gens essayent, je dis bien essayent, de comprendre que l'intérêt est collectif. La défense des vies. Tous ceux qui sont responsables à quelque degré que ce soit dans cette chaîne-là, qui devrait permettre à l'État du Cameroun d'avoir de bonnes routes, chacun, à son niveau de responsabilité, devait mettre son point pour que les choses marchent bien. Parce que, en fait, ce que dit mon frère, c'est fondé. C'est tout à fait fondé. Si on vous dit aujourd'hui qu'on a besoin d'une route de 2 fois 2 voies, c'est dans les 14 mètres, comme il dit. 14 mètres. 14 mètres. Les 14 mètres. Mais alors, si on quitte les 14 mètres pour se retrouver... Qu'est-ce qu'on devrait donc dire à ce niveau? Est-ce que ce chauffeur-là qui quitte, je dis n'importe quoi, qui quitte à 23 h sur une route qui n'est pas illuminée, et qu'il y ait des obstacles en route qui ne sont même pas répertoriés, parce qu'il y a aussi un autre problème là. On va arriver à ce niveau-là, parce qu'on a la sortie du ministre des Transports concernant ces obstacles. Très bien. Répertoriés sur les Donc, si on se retrouve dans un chemin où on ne peut même pas donner des alertes, mais techniquement, c'est le cas qui devrait donner des alertes. Quand on a des voitures dans les axes qui plus sont accidentogènes, mais il faudrait qu'il y ait une alerte. Un système d'alerte. Un système d'alerte qui systématiquement avertit à la collectivité territoriale la plus proche de faire dégager ces voitures qui sont stationnées sur la route. Mais si on n'a pas ce système-là, comment voudriez-vous qu'on ne se retrouve pas avec l'hécatombe qu'on a eu en Omalé, en Dikineki? On va se retrouver avec ce genre de situation. Quand je dis les responsabilités sont partagées, je dis bien il y a l'État du Cameroun qui doit prendre ses responsabilités. Dans la construction de routes, parce qu'il faut les mettre aux standards internationaux. C'est clair. Je dis il faut les mettre aux standards internationaux. Et de 2, mettre en place des techniques innovantes d'alerte. Et sécuriser même tous les passages, parce que quand vous voyez, moi je me promène un peu partout, hein. Quand vous voyez tous les axes, tous les axes routiers, que ce soit la zone 1, 2 ou 3 ou 4, mais vous ne pouvez pas voir une route éclairée à plus de 50 mètres. On va te mettre 2 lampadaires, 3 lampadaires et après c'est fini. C'est comme des lucioles perdues quelque part dans le noir. Et après c'est fini. Bon, maintenant, un chauffeur qui rentre dans l'incivisme, il est en panne, il ne peut même pas sortir son triangle pour vous signaler à 30 ou à 50 mètres que je suis en panne là. Mais si vous n'êtes pas vigilant, vous allez lui rentrer dedans. Le cas de Nomalé. Le cas de Nomalé. Au-delà de la fatigue que les gens disent, mais il y a aussi ça. L'incivisme a gagné du terrain. Un jeu m'en foutisme. Et au-delà même de la sensibilisation qu'on... Bon, bref. Mais il y a des choses qu'on devrait dire pour qu'on nous évite tous ces accidents sur la route. Moi, je ne vais pas rentrer dans les chiffres maintenant. Vous dites qu'on va aller dans les détails tout à l'heure. Mais je crois que au-delà de l'État qui doit prendre ses responsabilités pour nous éviter des morts sur la route, tous les conducteurs devaient rentrer dans la logique du civisme citoyen. En route, parce que les gens y roulent, et vous avez soulevé quelque chose tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut avoir une autoroute où c'est à sens unique? On a 3 fois 3 voies, les gens font encore les accidents. Il y a la voie rapide, il y a la voie moyenne, il y a la... Mais comment les gens arrivent encore à faire les accidents là-bas? C'est l'incivisme simplement. Les gens, ils croient peut-être que bon, ben, une fois l'autoroute terminée, quand ils ne voient plus un obstacle devant, ils peuvent aller à 1000 à l'heure, même, et qui plus est. Dans l'autoroute, il y a des panneaux de signalisation. Il y a des panneaux de limitation de vitesse. Oui. Et il y a tout ça à la fois. Non, mais moi, je crois pour ma part que Galax devrait mettre ces gens dans cette axe-là. Galax et Toga, Mais je parle du secrétaire d'État. À la gendarmerie. D'accord. Mais oui, mais il faut sanctionner systématiquement tous ceux qui sont en déplacement. Quand même, hein, mais bien sûr. Et qui plus est, vous savez très bien que dans notre pays, le premier facteur d'accident, vous savez, mais on ne peut donc pas se permettre aujourd'hui de tolérer encore ça. L'excès de vitesse, c'est ça qui nous tue au Cameroun. Le premier facteur d'accident au Cameroun, c'est l'excès de vitesse. On nous flash en route. Mais au Nigeria, vous savez quoi? Qu'est-ce qu'il y a le premier facteur? Non. La conduite en état d'ébriété. Ouais. Voilà. Au Nigeria, c'est la conduite en état d'ébriété qui est le premier facteur d'accident. On n'est pas loin de là aussi. Hein. On va y arriver.
tous les arrêts là, en route là, quand les gens s'arrêtent à Puma, on s'arrête en Dikindeki pour on connaît à tous les points. Donc, quand on arrive à Yosso, on boit d'abord. Voilà. Il faudrait que l'État prenne. Pour moi, il faut une sensibilisation à outrance, une sensibilisation de terrain, de nuit comme de jour. Donc, l'artiste avait pas raison. Il dit que la route ne tue pas, c'est nous qui tuons à cause de nos nombreuses maladresses. Même si une mauvaise route est déjà une maladresse. Voyez-vous, Jean Jarrière, j'ai convoqué le conseil juridique et le DPIC, notre aîné, a fait allusion, a dit quelque chose. Dans un pays où la règle juridique, c'est la tolérance administrative, c'est cette tolérance administrative qui tue les lois. C'est cette tolérance administrative qui anéantit le construit juridique que je convoquais hier. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un système de gouvernance, un mauvais système de gouvernance. La gouvernance par la rente. Tout ce qui est décrit ici, c'est qu'on construit une route qui ne parle pas. Il n'y a pas de panneau. Parce qu'on veut que la route doit transporter les gens pour prendre le péage. Ils sont très prêts à faire des faux péages partout parce que ça doit leur donner une rente. C'est-à-dire le péage doit nous apporter l'argent. Mais la route n'enseigne pas. Il n'y a pas il y a les herbes partout. Le tronçon Yaoundé à Bomban, Yaoundé Bertois. Quand vous dépassez Bertois, vous voyez comment la route part comme ça. Ça part comme ça. C'est-à-dire surtout entre Abomba et Bertois, c'est ce que je dis. Comment? Justement, à partir d'Abomba, des courbes, tu n'as pas besoin d'être ingénieur pour te demander, mais qu'est-ce qu'ils évitaient dans une forêt et avec l'eau d'âne. On peut dégager. Vous avez une courbe avec l'eau d'âne qui te surprend. Et vous voyez, quand il y a une voiture vient en face, une autre. Et c'est généralement c'est la forêt. Et là-bas, c'est des groumiers, c'est des gros porteurs et autres. Qu'est-ce qui empêchait de déchirer la forêt? Il n'y a pas d'habitation. Ça coûte cher. Ils réduisent les budgets. Ils vous disent que ça coûte cher. Vous comprenez donc que nous sommes dans un système de gouvernance on peut lancer un peu qui vit de la rare et non un système de production. Maintenant, laissons le ministère des Travaux publics. Regardons le ministère des Transports même. Ils ne mettent pas le radar en route pour empêcher la vitesse. Ils mettent parce que 25 000 va sortir. Pour sanctionner. Ils veulent, oui. Donc, nous sommes dans un système de gouvernance pénal où on punit et on n'éduque pas. Il n'y a pas que le ministère des Transports qui a le radar en route. Oui, le secrétaire, la gendarmerie. Oui. Donc, en fait, c'est pour faire entrer 25 000. Le système ne réfléchit pas en termes de réduction de vitesse, mais réfléchit en termes de qu'est-ce qui va rentrer dans les caisses. Parce qu'il y en a qui se comportent comme s'il n'y a pas eu beaucoup d'infractions. Ils vont rentrer les poches vides. Les poches vides. C'est même le système qui réfléchit comme ça. C'est pour ça que je parle de système de gouvernance de rente. C'est-à-dire, le système veut par jour faire rentrer l'argent et non réduire les vitesses. Parce que si les vitesses sont réduites, les 25 000 ne vont plus rentrer. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Paradoxal. C'est comme ça, c'est ça qu'on appelle un système de gouvernance par la rente. C'est-à-dire un système par embuscade. Par embuscade. On fait pas la prévention. On veut que vous fassiez les fautes. On veut vous punir. C'est un État, c'est un système gendarme. S'il n'y a pas de punition, il n'y aura pas d'argent qui va entrer. Donc si la punition, si le peuple devient rentre dans le droit, dans un construit juridique, en respectant les lois, l'État ne produit plus. Parce que c'est un état de rente. D'accord. Et c'est pour cela que vous allez voir, même ceux qui vont en route pour faire porter les gilets orange, là, je ne sais pas, la prévention, ils ne vont pas pour faire la prévention, ils vont pour récolter. Ils vont pour chercher. Parce que par jour, il faut que le système compte ce qui est entré. D'accord. Et si on ne vous affecte pas en route, c'est une punition. Lorsqu'on vous retire de la route, vous voyez ça comme le deuil. Oui, c'est-à-dire, qu'est-ce que je fais aux appelez même les élites que... Faites comme parce que nous sommes dans un système de gouvernance, non de production. Alors, concernant le ministère des Transports et cette situation d'obstacle sur les routes, le ministre a rendu public justement un communiqué radio-presse là-dessus. Je prends rapidement l'essentiel. Depuis le 1er juin 2026, 35 cas
d'accidents de la circulation liés à ce phénomène, c'est-à-dire que les véhicules mal stationnés ont été recensés, 35 cas, dont le plus récent est celui survenu le 14 août 2026, donc sur le tronçon d'Ikilemi-Bafia, impliquant un bus de la compagnie Mangwa Boy, un camion dangereusement stationné. Le dit accident a occasionné le décès de 16 personnes et fait plus de 40 blessés. En outre, les missions de reconnaissance effectuées par les équipes de la brigade mobile de prévention routière du département ministériel dont il a la charge, c'est-à-dire le ministère des Transports. Cela a permis de recenser au moins 61 véhicules constituant des dangers potentiels sur 3 axes routiers majeurs répartis comme suit. Sur la route Yaoundé-Douala, il y a 27 véhicules mal stationnés pouvant constituer ce danger potentiel. Entre Yaoundé et Bafoussam, 19 véhicules. Entre Yaoundé et Bertoir, 15 véhicules mal stationnés. Face à la gravité de la situation et dans l'attente de l'entrée en vigueur de des nouvelles mesures en cours de finalisation visant à lutter contre les accidents de la circulation impliquant les bus, les camions et les véhicules citernes, le ministre des Transports a prescrit dans l'immédiat l'intensification des opérations répressives d'enlèvement des obstacles qui se déroulant ces opérations-là du 17 août au 30 septembre 2026. Cette opération est censée avoir commencé hier, 17 août, jusqu'au 30 septembre. Et puis au cours de ces opérations, tout véhicule irrégulièrement ou dangereusement stationné sur la chaussée ou ses abords sera systématiquement dégagé et que des sanctions administratives seront prises à l'encontre du propriétaire et ou du conducteur sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires. Le ministère des Transports précise par ailleurs qu'en cas de panne ou d'immobilisation d'un conducteur est tenu de prendre les mesures de signalisation appropriées afin que toutes les dispositions nécessaires pour l'enlèvement immédiat du véhicule sur la voie publique, indique donc le ministre des Transports. C'est l'une des causes des accidents, ces véhicules mal stationnés, abandonnés. On a vu dernièrement sur la route également qui va à l'est. Ça s'est achevé par un grand feu, un brasier totalement. Pourtant, des jours et des jours, des signalisations ont été faites. Au moins, cette approche-là qui permet de dégager peut contribuer efficacement à la lutte contre les accidents, Richard. Jean-Jacques, moi je vais dire une chose aujourd'hui parce que vraiment, moi j'ai l'impression que les déclarations politiques nous ont tués dans cette affaire. Non, mais sincèrement, il faut le dire, parce que pour moi, sincèrement, au-delà des campagnes qu'on mène tous les jours sur le terrain, sécurité routière, et ainsi de suite, je crois que l'heure n'est même plus à ces campagnes-là. Il faut être proactif au regard des accidents que nous constatons sur le terrain et de ces obstacles que nous observons sur le terrain. Le ministre dit dans sa lettre que c'est depuis le 1er juin. C'est ça, non? Que les opérations d'identification de ces obstacles. Mais il aurait fallu, pour moi, qu'on fasse quand même un bilan du premier semestre, non? Pour moi, je crois qu'il aurait fallu qu'on fasse un premier bilan du premier semestre et qu'on tire les leçons, parce que dans ce premier semestre-là, beaucoup de Camerounais sont morts sur la route. J'ai parlé tout à l'heure de l'Observatoire national des transports au Cameroun. C'est une ONG qui nous parle de 200 morts au premier trimestre 2026. Il aurait fallu quand même qu'on nous fasse un premier bilan. Là, nous rentrons dans une histoire juste parce qu'on a eu 16 morts. On nous rappelle que depuis le 1er juin, il y a des opérations. Mais ces opérations-là mènent à quoi? S'il faut être juste. Mais il faut déjà débarrasser. Mais c'est pour ça que je dis que ces opérations-là mènent à quoi? Techniquement, tout à l'heure, tout le monde ici sur le plateau a apporté un droit accusateur sur l'État du Cameroun. Tout à l'heure, tout le monde. Mais pourquoi on porte ce droit accusateur? Parce que l'État n'est plus regardant de ce genre d'obstacles. L'État a les moyens de nous débarrasser de ces obstacles sur la route à tout moment. Le ministère des Transports, je ne sais pas si, à son niveau, il a 2 ou 3 camions remorqueuses. Oui, les remorqueuses. Mais est-ce que ces 3 camions-là peuvent débarrasser tous les nationaux de notre pays?
ces national doit en avoir également. Mais moi, je crois pour ma part que, avec les collectivités territoriales décentralisées, nous sommes en pleine décentralisation. Pourquoi ne pas donner aux maires des communes concernées par ces nationales-là les pleins pouvoirs de pouvoir enlever ces obstacles sur la route avec des moyens appropriés pour le faire. Nous ne sommes donc pas décentralisés. Mais pourquoi est-ce qu'on va se perdre? On n'est pas décentralisation justement. Mais il faut mettre les moyens nécessaires aux communes. Tout comme le cantonnage. Mais tu parles du cantonnage. Mais techniquement, le cantonnage est géré par les chefs traditionnels. Le cantonnage est géré par les chefs. C'est eux. C'est à eux que le gouvernement délivre les petits moyens pour que les villageois essaient de nettoyer. Mais bien sûr, pour ceux qui ne savent pas passer par les communes. Bien sûr, je vous dis, c'est les chefs traditionnels. Donc c'est les sous-préfets, c'est un carton qui arrive. Les sous-préfets qui font des sens les chefs et tout ça, machin, pour que les villageois essayent et qu'on leur donne un petit. Bref, c'est comme ça que ça se passe. Mais ça devait être un devoir citoyen. Ça devait être un devoir citoyen. Chaque village fait la propriété devant sa porte. Mais on ne peut pas on peut pas imaginer un seul instant que on est dans un axe routier qui plus est très accidentel et qu'on va envahir la route. Mais tout le monde passe là, personne ne dit rien. Et puis c'est normal. Mais quand il y a accident, mais les gens mais il vous parle de Berthois. Il y a à Bomban-Berthois, des fois il y a des chutes d'arbres. Oui, des chutes d'arbres. Ou des branches d'arbres. Il y a également des accidents. Comprenez donc jusqu'à quel niveau, quand je disais tout à l'heure que l'État a démissionné, comprenez donc jusqu'à quel niveau. Mais l'État est garant de la sécurité des biens et des personnes des Camerounais. La mission régalienne. Et qui plus est, la sécurité d'un Camerounais, ça dépend de quoi? Ça dépend d'un ensemble de choses. Quel que soit l'outil dans lequel se trouve un Camerounais, il devrait être sécurisé. Je dis bien sécurisé. Que ce soit sur le vélo, que ce soit sur la moto, que ce soit dans une voiture banalisée, que ce soit dans un gros porto, un camion. L'État doit être garant de ta sécurité. Si, qui plus est, vous autres, bref, pour ceux qui ont beaucoup voyagé là. Non, pour ceux qui ont beaucoup voyagé. Mais un simple obstacle sur la route, dès lors que ça a causé un accident, mais c'est une enquête qui est ouverte. On cherche à savoir qui a laissé cet obstacle sur la route. Et qui n'a pas fait son travail pour le débarrasser. On met en contribution les radars et puis les caméras de surveillance et tout ça machin. Et c'est tout ça qui nous manque même ici en plus. Les caméras de surveillance. Oui. Tout à l'heure je parlais de la matérialisation de nos axes. Est-ce que la chaussée chez nous ici est matérialisée? C'est-à-dire que la peinture qu'on met sur la route là, 2, 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, c'est parti. On ne peut plus lire. C'est vrai, c'est parti. La route ne parle plus. Est-ce que la matérialisation, on appelle ça verticale, là, que les panneaux et tout ça, machin. Est-ce que ça remplit normalement ses missions dans notre pays? En rappelant que les panneaux ici, 20 morts, et si c'est pas les panneaux de circulation. Non, c'est pas les panneaux. C'est pour la sensibilisation. C'est pour la sensibilisation. Ça fout la trouille au conducteur. Tout à l'heure, on parlait de... Moi, je te prends un autre exemple. Tu sais, une fois, je suis venu te chercher sur l'axe des Acribi. Oui, oulala. J'avais perdu 2 pneus d'un coup. Mais éclatement de pneus. Imaginez un peu que ce soit un touriste qui sort d'un pays. Je dis bien que ce soit un touriste qui sort de l'autre côté. Oui. Et qui dit qu'il s'en va passer du bon temps en Acribi. Non. Mais soyons sérieux. Est-ce que nous avons une route de ce côté-là? On n'a pas de route. On fait ce que le ministre dit, les travaux confortatifs. Bon. Moi, j'estime que c'est confortatif ou que juste on passe. Mais techniquement, il faudrait reprendre normalement ces routes-là à zéro parce que on a construit le port de Kribi sans tenir compte des spécificités de cette route-là entre Kribi et Idéa. Richard Bondol. Donc il faut faire très attention. D'accord. On a tellement de problèmes. S'il vous plaît. Moi, je plains le maire de Kribi. À chaque événement majeur là-bas, dans tous ses discours, il appelle à la construction de la route. On a donné le port, le complexe industriel portuaire. Mais on n'a pas de route touristique. Ça veut dire c'est une route même régionale qui doit renvoie à ce que j'ai parlé, une gouvernance de rente. D'accord. On met quelque chose qui va nous donner de l'argent sans préparer le chemin qui mène vers là. Il y a donc ce combat qui est mené, qui est lancé par le ministère des Transports contre ces véhicules abandonnés
le long des axes routiers. Je lis 2 ou 3 messages concernant la question des accidents de circulation. Il faut reconnaître que la responsabilité liée à la qualité des routes relève en grande partie du gouvernement. Cependant, la responsabilité liée à la qualité de la conduite revient aux chauffeurs ainsi qu'aux agents de voyage. Ce n'est pas le gouvernement qui conduit les bus. En tant que chauffeur, vous êtes censé maîtriser les trajets que vous empruntez régulièrement et adapter votre conduite à l'état de la route. Nous connaissons tous l'état de certaines de nos routes. Il est donc de notre responsabilité en tant que chauffeur et usager de redoubler de vigilance, de prudence, de respecter les limitations de vitesse et d'adapter notre conduite aux conditions de circulation. La qualité de route est certes importante, mais la prudence et le comportement des conducteurs restent également déterminants dans la prévention des accidents. Ghislain Mongo depuis Douala, merci Ghislain. Très belle analyse, merci également à vous. Vous n'avez pas commenté, il y a beaucoup d'analyses qui sont faites sur le plateau. Bonsoir et salut le panel. Vraiment, mes nobles frères, nous sommes administrés par des mercenaires. Les rails vétustes avec des écarts hors normes, des routes de 3,5 mètres de largeur. À quoi nous attendons, nous, les agences non homologuées, sans chambre de repos? Comment un humain peut rouler seul sur ces routes à plus de 7 ou 8 heures seul? Pourquoi pas 2 chauffeurs par bus? C'est triste. Nous avons perdu en décembre 2 parents dans les mêmes conditions, même celle de Ndikinemeki, c'est entre Douala et Yabassi, 91 km, et vous avez 8 contrôles sur 91 km entre Douala et Yabassi. C'est le gouvernement qu'il faut sanctionner à cause de son laxisme et de son manque de professionnalisme, je crois. Le monde se développe. Les routes de 1980 devraient être rénovées en 2026, car en 80 ans, les gros porteurs, les poids lourds, je ne sais plus trop, c'est Cyril Donga depuis qui nous parle de la rénovation permanente de nos routes. Monsieur, bonsoir. Les accidents de la circulation sont dus au manque d'amour pour la patrie de nos dirigeants. S'ils avaient cet amour, on allait bien aménager nos routes. Faites un peu le tronçon Garoundéré-Garoua, qui dit-on est en chantier. Vous n'aurez plus l'envie de voyager. Le bus entre dans un nid d'éléphants. Ce n'est que les pleurs dans le bus. Le voyage devient stressant. Quand j'arrive souvent à l'extrême nord, je tombe malade. L'état de la route est pathétique. C'est Akuma depuis Maison. Je salue tout le panel et tout le panel vous salue également, mon cher Akuma. Merci de participer au programme quand ça concerne la route, et les messages sont nombreux sur les accidents de la circulation. Ces mesures sont déjà prises. On appelle à ce que cela soit renforcé, mais on a l'impression qu'on minimise un peu la responsabilité humaine sur le plateau. Ah oui, Jean-Jacques, la responsabilité humaine commence d'abord par nos dirigeants. Cette gouvernance réactionnelle-là, il a fallu que cet incident arrive et que 16 Camerounais puissent perdre la vie, que le ministre des Transports se réveille de son sommeil. Pas sur le terrain, il faut préciser. De son sommeil. Il n'est pas allé sur le terrain. Et qu'il commence à comptabiliser le nombre de véhicules mal stationnés sur nos routes. Ah, il connaît même qu'il y a des véhicules mal stationnés, il connaît tout. Il a comptabilisé. Oui, la prévention. C'est maintenant qu'il se rend compte qu'il faut les enlever. Mais c'est terrible. On est toujours dans la réaction. Et pourtant, on dit chaque jour que gouverner, c'est prévoir. Mais il prévoit quoi finalement? Il faut que 16 Camerounais perdent la vie pour qu'un monsieur qui est ministre des Transports se rende compte qu'il y a des véhicules qui sont mal stationnés sur nos axes routiers, il faut les enlever. Parce qu'effectivement, l'accident arrive parce qu'il y a un véhicule qui était mal stationné. Donc je crois que, comme je l'ai dit, c'est la première responsabilité, c'est celle de nos dirigeants. Vraiment, ces gens ne dirigent plus le Cameroun pour le bonheur des Camerounais. Parce que s'il faut attendre qu'à chaque moment que les Camerounais perdent la vie, pour que les gens se réveillent de leur sommeil, pour que finalement ils essayent de faire leur travail, le travail pour lequel ils sont payés par les Camerounais chaque jour. Parce que là, ils nous comptabilisent carrément le nombre de véhicules stationnés. Mais là, c'est dit. Si c'est comptabilisé, ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait, peut-être sur le tard, mais c'est déjà fait. Mais là, c'est dit. L'homme, le chauffeur, l'usager de la route, vous prenez la route quand même tous les jours. Vous voyez les dépassements qu'on a sur ces routes qui sont déjà mauvaises. Le jeu, on a parlé des phares ici, on a reçu beaucoup de témoignages justement sur la qualité des phares. Je connais un type qui avait fait un témoignage dans un reportage en disant que l'adversaire lui a braqué les phares. Les gens se comportent en adversaire sur les axes routiers. Comme dans un terrain de football. Vous savez déjà que la route est petite, mais vous venez, vous conduisez comme si vous étiez sur l'autoroute. Oui, il y a ça, il y a
le non-respect de la règle de droit, monsieur, vous l'a dit, cette tolérance administrative qui finalement, on ne comprend pas ce que ça veut dire dans un état de droit, où les gens marchent carrément sur la règle de droit, personne ne respecte plus rien. Il a dit gouvernance par la rame, moi j'ajouterais par la raquette aussi, parce que les gendarmes qui sont sur nos routes là, ils font de la raquette. Ils sont là pour raqueter les Camerounais. Ils ne sont pas là pour la sécurité des Camerounais. Vous voyez donc un monsieur qui dit qu'il doit arriver à Douala dans 2 heures. Il met ses 50 000, il dit qu'on va le flasher 2 fois, il va donner 25 000 fois. Il est aussi dans le tort. C'est parce qu'il n'est pas sanctionné. C'est le système. C'est le système qui a aussi inconscient. C'est un environnement. Sanctionné. Pourquoi ce n'est pas des voleurs? Écoutez, nous violons tous les jours les lois. Tout le monde n'est pas voleur. Quand vous dites nous volons d'une manière ou d'une autre. Quand nous ne venons pas le premier responsable de sa vie. On est le premier responsable de sa vie. Permets que je dise, lorsqu'on est dans un environnement où les lois sont bafouées au nom de la tolérance, ça veut dire que quand je prends la route et je mets 50 000, je vole. Parce qu'on me donne le droit de tolérance en donnant 25 000 francs. C'est le système qui m'inculque ça. C'est pour cela que j'ai parlé. Les pièces et qui roulent normalement. Moi, j'ai vu des gens rouler normalement. Ils ont toutes les pièces de leur véhicule. Est-ce qu'ils ne vivent pas dans le même environnement? Est-ce que vous regardez l'attitude du gendarme? Est-ce que vous regardez l'attitude du gendarme, du policier ou de monsieur de la prévention lorsque vous avez tous vos papiers? Il est triste. Le policier vous donne le... Il est triste, non? Il est triste. Vous voyez, il n'ose même pas vous... Non, il n'ose même pas vous apprécier. Parce que le système est formaté de telle sorte que vous devez être dans la faute. Vous devez être dans l'erreur. Moi, je veux convoquer votre casquette de pasteur. Oui. C'est important quand même. Oui. Vous prêchez dans cet environnement qui tolère tout parce que le système, c'est des problématiques. Donc, on doit voler. Parce que le système est fait de voleurs. Mais le système, c'est le système lui-même qui est bâti. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Oui. Chaque fois que vous allez lire la Bible et que vous allez constater qu'il y a eu un mauvais roi en Israël, il y a eu aussi des mauvais prophètes. Le système politique influence la religion. Et vous prêchez donc quoi? Nous prêchons ce que j'ai dit là. Il faut changer le système. Si tout est dans le système, il faut changer les hommes qui font le système. Travailler donc sur les hommes. Justement, nous faisons. Vous avez un rôle. C'est ce que nous faisons sur ce plateau en disant une chose. C'est que le système est bâti de telle manière que lorsque vous n'êtes pas en faute, le système est mécontent. Ah oui. Il faut que vous soyez en faute pour que le système... On nous demande tout. Vous voulez mentir, il faut payer. Il faut justement, nous sommes restés lucides en disant ceci, que le système doit être changé. C'est pour ça que je dis, j'ai convoqué hier du construit juridique, parce qu'une nation est élevée par le droit et par les lois. D'accord. Oui. Molu, rapidement, parce qu'on va prendre 2 ou 3 téléspectateurs à 18h30. On a deux alternatives. Oui. On a la science qui peut nous aider et on a des dirigeants sérieux. Je convoque la science pourquoi? Beaucoup de véhicules qui font des transports de masse ont la capacité d'être réglés à des vitesses précises. On peut limiter, oui. C'est-à-dire, beaucoup de gros porteurs, on peut limiter à 80. Si la science nous a permis de faire cela, que le ministère du Transport s'assure que tous ceux qui ont des agences de transport de masse au Cameroun, que les vitesses soient limitées à 80. Mais il faut une réglementation. Le ministre du Transport ne va pas se lever du jour au lendemain. Non, je dis, il faudrait que ce soit systématique. Voilà, justement. Maintenant, je pense que c'était dans une chaîne concurrente ou votre chaîne, c'est maintenant qu'on cherche où se trouve le visuel de cette agence. Bon, je ne sais pas si je peux prononcer le nom pour des raisons de publicité. Mangwa Boy. On ne connaît pas où physiquement elle est localisée. Mais ça, c'est la tolérance administrative dont parle le pasteur. Qui a délivré la licence? Qui a délivré une licence de transport? Jean-Jacques, qui a délivré une licence de transport à cette entreprise? Qui n'a pas un visuel? Qui n'a pas une localisation précise? Qui n'a pas c'est un bus gare où on part acheter le ticket où? Où est son agence? Elle est située où? Qui a libéré une licence de transport à cette entreprise? C'est maintenant que, grâce aux médias, le ministre des Transports sait que cette agence n'a pas de siège social. Parce que le système est... Et cette agence transporte des Camerounais.
Chaque nuit. Donc, soit la science va nous aider, on nous limite ces bus à 80 au max. Maintenant, que cette tolérance administrative s'arrête dans certains domaines aussi sensibles comme le domaine des transports. Comment on peut laisser des... Bon, maintenant, pour chuter. Mais vous connaissez en matière de... Non, mais dans pour chuter, des entreprises. Il faut parler au Camerounais. Les capitalistes. Il faut parler au Camerounais. Quand les capitalistes nous excusent. Oui. Mettre la pression sur un chauffeur qui doit faire 2-3 tours. Voilà les rentrées, non? On va dire à quelqu'un, Douala, Yaoundé, tu déposes des vacanciers, Yaoundé, Douala, et tu fais le tour, tu dors. Ça fait 3 tours. Un individu. Parce qu'on lui promettrait, on va quand il signale une panne, on lui dit va d'abord. On va voir ça après. France. D'abord, on va voir ça après. Là, c'est le système. Mais Jean-Jacques, quand même, il y a des agences. Il y a des agences que vous prenez, vous sentez que la vitesse est limitée à 80 et vous faites 3, 4, 5 heures pour arriver à Douala. Là, c'est acceptable. C'est vrai qu'il y a certains passagers qui se plaignent souvent parce que nous aussi, les premiers. Nous aussi, les Camerounais. Vraiment, depuis 4 heures de temps que je suis dans ce bus, depuis 5 heures de temps, même mieux. Richard, très rapidement, vous réagissez et puis on ouvre le téléphone à ceux qui veulent. Oui, justement, je voulais rebondir un peu sur ce que dit mon frère là. Sur la fameuse agence. Non, les facteurs humains. Sur la science. Les facteurs humains. Pour limiter les facteurs humains, le ministère des Transports a mis en place ce qu'on appelle le système intelligent de conduite, là qu'on a appelé le Human Driver. Yes. Donc c'est un système qui permettait à partir du ministère et des agences de contrôler. On avait vu des vidéos de temps. Bien justement, très bien. Tout à l'heure quand je parlais des annonces politiques, c'est autant de choses. Parce que c'est pas des choses qui sont suivies. Ça veut dire que quand on met une idée comme ça en place, qu'on l'implémente, que le promoteur lui-même se permet d'installer dans 200 bus, j'ai dit 200, deux agences différents. Ce système-là, à partir du ministère des Transports, on a surveillé ces 200 bus pendant un temps, et de ces 200 bus, aucun n'a fait un accident. J'ai dit aucun. Bravo. Parce qu'au niveau du ministère, j'ai dit parce qu'au niveau du ministère, on les surveillait à la loupe et ils avaient des amendes qu'ils payaient. Mais ce système-là, on a voulu l'implémenter dans les autres, parce qu'aujourd'hui, là, aucun promoteur d'agence n'en veut plus, parce qu'ils disent que le système est cher. Alors, qu'est-ce que l'État a fait pour démocratiser ce système et nous éviter, je suis d'accord avec toi, et nous éviter donc ces morts sur la route. Parce que, si vous faites la différence entre deux types de transports, moi je vais prendre les transports de carburant et les transports en commun. Oui. Chez les transporteurs de carburant, je dis c'est au moins 1%. Je dis 1% d'accidents par an. Je dis au moins 1. Parce que eux là, ils sont tellement stricts que là où le camion doit s'arrêter, il s'arrête et le chauffeur doit dormir parce que on peut même arrêter le camion à partir de la centrale. Oui. Alors pourquoi? Je dis on arrête le camion, ça veut dire qu'on dit monsieur vous garez, puisqu'on vous parle à l'oreille, vous comprenez? On vous dit monsieur vous garez votre camion, vous dormez. Et c'est pour ça que chez les transporteurs de produits, on appelle les produits dangereux. Dangereux, oui. Ces chauffeurs, c'est les gars que vous souffrez le moins d'accidents possible. Le moins d'accidents possible. Le moins. Mais pourquoi ne pas transposer ce système chez les transporteurs en commun? D'accord, on va y arriver. La ligne est ouverte maintenant, il est 18h30 pour appeler rapidement, pour donner vos contributions. On va être précis et concis sur les accidents de la circulation. Qu'il faut-il sanctionner? Salut Jean-Jacques Zé et bonsoir à votre panel. Un des panélistes a donné le tort au régulateur depuis 43 ans. Je fais mienne ces explications et j'ajoute quel est le rôle des municipalités au départ des bus de voyage et à l'arrivée. Je crois que si ceux-ci s'occupaient vraiment de cette question, le transport, les Camerounais, au lieu de prendre seulement de l'argent à chaque sortie de ville, ils prendraient la peine de contrôler les bordereaux de voyage sans oublier de se rassurer que les chauffeurs soient en capacité de conduire. Gigi, pourquoi ne pas regarder l'ensemble du transport par terre comme dans nos aéroports? On va y arriver. Bonsoir au téléphone. Allô? Oui, bonsoir. Thomas Masson. Bonsoir Jean-Jacques, je suis Thomas Masson. Maillot jaune ce soir. On t'écoute Thomas. Merci beaucoup. Je le réitère à ton élu sur panel. Je vais aller rapidement en disant que tu nous entraînes ce soir dans une gouvernance kafkaïenne, où l'on est toujours prêt à réagir au lieu que d'agir. Les causes ici sont multiples, comme je l'évoquais hier, humaines, mécaniques
et sur le plan environnemental. Avec une série sur le gâteau, les pouvoirs publics qui peinent à penser la réflexion et même la sensibilisation en niveau régional, vivement les autoroutes. Est-ce que nous n'avons pas une expertise locale? Sommes-nous toujours obnubilés par les décisions exogènes? Mettons-nous au travail. Bonne émission. Merci beaucoup Thomas, toujours très bref dans ces interventions. Le code d'accès est affiché au bas de l'écran pour donner votre point de vue concernant la thématique de ce soir sur les accidents de la circulation. J'avoue que les messages sont tellement nombreux qu'on ne va peut-être pas pouvoir les lire tous. On va prendre au téléphone. Vous êtes connecté, alors il est là. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. On vous écoute. Ok, merci beaucoup. C'est vous, Emmanuel. Emmanuel. Ok. Bon, bonsoir aussi à votre panéliste. Et permettez-moi de dire avec votre thématique, c'est une très bonne thématique. Et c'est une thématique avec la question que vous avez posée, c'est bien aussi de réfléchir parce que la question maintenant, il faut-il sanctionner et c'est qui la faute? Premièrement, d'abord, comme ces fameuses chansons qu'on dit la route ne tue pas. Donc, nous, voilà exactement, nous les hommes d'abord, on doit prendre notre responsabilité parce que certains vont parler que nous avons les mauvaises routes ou bien les routes sont complètement gâtées. On est d'accord là, mais nous sommes déjà conscients que voilà donc la situation que nous avons. Maintenant, deuxième aspect que je peux lever, c'est le contrôle en termes de nos forces de sécurité qui sont en route, qui sont en train de contrôler. Est-ce qu'ils font le travail normalement? Est-ce que maintenant ils permettent aussi en sorte que les chauffeurs doivent être bien régularisés en termes de respecter en termes de vitesse ou bien avoir la visite technique pour faire en sorte que les voitures doivent être à le bon état. Tous ces manquements, je pense que ça doit être relevé pour sanctionner aussi nos forces de l'ordre parce que eux aussi, ils sont tellement responsables et ils ont manqué aussi ce aspect. Je termine donc en disant aussi que quoi, les procédures même ou bien certains aspects en termes d'importation des voitures aussi, ça pose donc un problème. Parce que, par exemple, au Nigeria, on fait en sorte que ceux qui veulent importer les voitures neuves ont réduit les impôts. Et ceux qui importent les voitures qui ont plus de 10 ans de durée, les impôts sont infligés énormément pour les décourager et pour importer ces voitures qui vont venir nous causer les accidents. Merci. Merci pour cette contribution très riche. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, monsieur. Comment vous appelez et bienvenue? Oui, bonsoir, monsieur Jean-Jacques. C'est monsieur Fall depuis Abomban. Depuis Abomban. On vous écoute. Oui. Ok. Je dis aussi bonsoir à tout votre panel. Et vraiment, lorsque je vois accident de circulation, à qui faut-il sanctionner? Vraiment, premièrement, c'est d'abord l'État. L'État, c'est qui? C'est vous, c'est nous. Nos dirigeants ne font réellement pas leur travail. Et l'État a inclus ces forces de sécurité qui sont là avec les postes de contrôle à gauche et à droite. Est-ce qu'ils font réellement le travail? Non. Lorsque nous voyons aussi l'état de route, l'état des routes est désastreux. Et puis, on va conclure l'autre troisième pilier qui est les visites techniques et l'état des chauffeurs. Vraiment. Bon, bonne soirée, merci. Merci beaucoup à vous depuis Abomban. On prend quelqu'un d'autre. Allô, bonsoir. Bonsoir, Jean-Jacques. Oui, bonsoir monsieur, bienvenue. On vous écoute sur la question posée. Merci bien, je salue le cadre de votre panel de ce soir. Et je voudrais donner ma contribution, je suis l'apôtre Adam Charlemagne. Oui. Bon, déjà les responsabilités sont partagées. Je vais d'abord commencer par la situation du camion même en question qui était surchargé. Vous avez vu comment les planches étaient vraiment... c'est-à-dire le camion était vraiment surchargé, il faut le dire ici. Oui. Et ce camion a traversé des contrôles à n'en point fini avant d'arriver là-bas. Pourquoi on n'a pas pu immobiliser ce camion à temps? Et pourquoi depuis lors, personne n'a été interpellé parmi tous les gendarmes, tous ceux qui sont sur cette route-là? On les laisse
Et on permet à certains camions à tomber en panne comme ça et tuer les Camerounais. Donc c'est la première chose qu'il faut dire. Maintenant, la dernière chose qu'il faut souligner, c'est que nous avons au Cameroun des dirigeants antidatés. C'est des gens qui ne comprennent rien. C'est des gens qui sont en réalité là pour antidater dans le sens que quand un produit est antidaté, on le met de côté. Donc ils ne sont pas ceux-là qui peuvent nous aider à faire quoi que ce soit. On ne devrait plus être à constater aujourd'hui que les gens meurent sur nos routes alors qu'on a la possibilité de construire des autoroutes. L'autoroute Yaoundé-Douala, qui au départ devait être Douala-Yaoundé. Aujourd'hui, on est perdu quelque part là-bas dans la forêt. Et ça, c'est plus de 10 ans. Entre-temps, on voit en Côte d'Ivoire et partout les gens construisent des autoroutes et on a déjà livré quoi au Cameroun, les gens ont vu. Donc vraiment, c'est ce qu'il faut dire. Et vraiment, je m'incline devant la mémoire de mes compatriotes qui sont morts de ce côté-là. Merci beaucoup. Il dit que le Cameroun a des dirigeants antidatés. Ah, ça, je note ça. Antidatés. Allô, bonsoir, au téléphone. Oui, bonsoir. Je veux participer à l'émission. Allez-y, monsieur, vous êtes déjà en direct à l'émission. Oui, je pense que les résultats sont partagés entre le gouvernement et les transporteurs. Alors, dans le cas échéant, le capitaine vient très chargé et qui a passé beaucoup de contrôle. Et devant la police, on ne connaît pas si les gars ont des documents ou pas. Donc, c'est déjà hors gabarit. Et c'est inconcevable qu'un véhicule chargé de cette manière roule sur une route. Maintenant, tomber en panne, est-ce qu'il a pu matérialiser à 50 mètres avant l'obstacle, comme le dit Alpha-École? Non, je ne pense pas. Oui. Si les clients ne sont pas disponibles pour le faire, on peut le faire 50 mètres avant, 50 mètres après son véhicule de deux côtés, pour permettre aux usagers de mieux ralentir en d'arriver sur l'obstacle. D'accord. Merci pour cette contribution. Quelqu'un d'autre? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir le panel. Oui, bienvenue monsieur. Oui, je voulais participer à l'émission là. Vous êtes déjà à l'émission, on vous écoute maintenant. Oui, d'accord. Je suis monsieur le bienfaiteur. Oui. Ouais, j'appelle depuis le sud de Bolova. Depuis Bolova. Allez-y. Ouais, oui, je pense que quand il y a une stabilité, c'est pas seulement pas les personnes. Nous n'avons plus, on n'est plus gouverné. Ça, il faut qu'on le sache déjà. Parce que nos routes n'ont jamais existé. Et ce qu'on met sur le terrain pour construire, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de route. Donc si les Camerounais meurent aujourd'hui, nous n'avons plus un gouvernement fier de ce nom. En route, nous n'avons que des petits voleurs. Nous avons des expressions. Ils prennent 1000 francs par-ci, 100 francs par-là, 1000 francs par-là. Alors vous voyez que quand ces routes-là, si les Camerounais actuellement là, personne ne pense à ces pauvres familles qui perdent leur personne. Alors, nous devons bien savoir que nous sommes dans un pays qui n'est pas gouverné, qui n'est pas suivi. D'accord. C'est honteux pour un pays comme le Cameroun, pays en miniature, comme on le dit, mais franchement, c'est honteux. D'accord, c'est noté. On prend le dernier pour cette série. Allô, bonsoir. Est-ce qu'il est là? Bonsoir. Alors, on va encore essayer. Oui, allô, bonsoir monsieur ou madame. Allô? Oui, allô. Oui, monsieur, bonsoir et bienvenue. On vous écoute. Oui, je veux participer à l'émission. Bienvenue à l'émission Le Grand Soir. Qui vous écoute maintenant? Oui. Moi, je pense que je dis que tout est à refaire au Cameroun. Tout est à refaire? Tout est à refaire au Cameroun. Vous n'êtes pas trop dur? Je dis que tout est à refaire. Commençant par nous-mêmes d'abord, les Camerounais, les hommes. On refait les Camerounais eux-mêmes. Oui, tout est à refaire. D'accord. Oui. Ah, c'est tout ce que nous avait à dire. Que tout est à refaire dans ce pays. Oh là là, on ne pourra pas vous prendre tous. Je crois que la ligne est même saturée.
Alors, vous avez écouté tous ces Camerounais. Est-ce que c'est pas très, on n'est pas très dur dans cette situation? Tout est à refaire. On a des dirigeants antidatés. Le pays n'est pas gouverné. Est-ce qu'on n'est pas un peu dur lorsqu'on écoute ces Camerounais? On va prendre une minute pour faire vite. Lorsqu'on vous dit que c'est la loi, c'est la justice qui élève une nation et qu'on prend la tolérance pour construire une nation, vous croyez que c'est le peuple qui répond là, que nous avons des gouvernants antidatés? Il a tort, c'est le peuple qui juge. C'est le peuple souverain et profond qui détermine la gouvernance, le système dans lequel nous sommes. Ce n'est pas nous simplement ici. Si vous avez ouvert la voie pour que le peuple s'exprime. Écouter le peuple. Oui. Et il ne nous contredit pas. Ils sont sincères. Et ils sont sincères. J'espère maintenant que les gouvernants comprennent l'image. La voix du peuple. Non, qu'ils comprennent l'image que le peuple retient d'eux. C'est-à-dire que ce soit dans le domaine des transports, que le ministre retienne ce qu'on dit. Et on dit, puisque nous sommes dans le domaine des transports, on dit qu'ils sont antidatés. C'est ce que le peuple dit, que tous ceux qui sont impliqués dans la thématique de ce jour sont tous antidatés. Les travaux publics, les transports, les marchés publics, par des marchés publics. Ils sont antidatés. C'est eux. Oui. Ils sont antidatés. Par conséquent, le peuple dit quoi? Il ne mérite pas d'être là. Ah d'accord. Sauf que qui va comprendre ça? Est-ce que la souffrance qu'on a aujourd'hui n'est pas parce que le Cameroun n'a pas anticipé la vision Richard Bondol? Je commence par Molu. Tout le monde prend la route au Cameroun. Il n'y a pas d'alternative. Nos routes sont surchargées. Lorsque vous voyez les rangs des camions qui prennent nos nationales, il faut faufiler entre les camions. Lorsque vous êtes usager personnel, les véhicules de transport, tout le monde prend la route. Le train ne répond pas, il n'y a pas d'alternative suffisante en matière d'offre de transport. Même si on a des routes qui sont refaites tous les ans, avec ce taux d'exploitation, on n'aura finalement que des problèmes. Jean-Jacques, c'est ce que je m'apprêtais à dire en guise de conclusion. Ah d'accord. En termes de proposition, vous savez, après la critique qu'on propose, nous utilisons trop le transport terrestre, principalement en Afrique et singulièrement au Cameroun. Ouais. Or, nous avons vu ailleurs le transport fluvial, le transport aérien. C'est vrai qu'au Cameroun, le transport aérien, c'est ce qu'on appelle les suspendus. Personne n'a parce qu'on est resté encore à cette étape-là. Oui, c'est un grand luxe. C'est pour les suspendus. C'est pas un luxe à RDC, par exemple. Oui. Le transport ferroviaire et le transport fluvial allaient être des voies alternatives. Le transport de masse. Parce que le transport ferroviaire et le transport fluvial, c'est vraiment, ça dépasse même la route, ça transporte plus que la route. Mais on s'est rendu compte que nous avons donné en concession notre chemin de fer pour le fret. Le transport, des hommes, c'est juste résiduel. Je pense que c'est l'État qui a fait des efforts pour qu'on transporte des gens pour Douala. C'est juste pour le fret. Les gens sont et les gens sont accaboutés sur le transport des marchandises, des billes de bois et du pétrole. Parce que la rente, ça produit. Oui. Maintenant, le transport fluvial, nous avons quand même le Vouri qui est navigable. La Sanaga. Une partie de la Sanaga est navigable. Une très bonne partie. Le Yon qui est en train de mourir avec la Jacendo et consort. J'espère que les dirigeants vont... L'alternative, Richard. Vont cesser d'être autistes et nous écouter. Est-ce que c'est pas ce qui manque le plus au Cameroun? Non, mais moi je crois qu'il faut mettre en place, pour ma part, je crois qu'il faut mettre en place des leviers qui puissent nous permettre aujourd'hui d'éviter l'obstruction qu'on constate sur les routes. Ouais. Il faut mettre en place ces leviers dans ce sens où ils viennent soulever. Ils n'ont même pas soulevé, c'est un fait. Depuis la catastrophe ferroviaire de 2016, on a passé presque 10 ans. C'est dernièrement qu'on a relancé le transport ferroviaire de masse. Les humains. Mais maintenant, dans la programmation, les gens n'y vont plus beaucoup parce que c'est un tour une fois. Un voyage. Oui. Allez, c'est un tour une fois. Ça veut dire que le cas qui part bien sûr, ça veut dire que le train qui t'a donné à 6h, 37h, il arrive à Yaoundé à 11h, il repart à 17h pour repartir sur Douala. Point. Ouais. Mais
Pourquoi même pas de parler de levier? Aujourd'hui, la route est saturée. La route est extrêmement... Au-delà du fait qu'elle est saturée, la route est... Et l'accident ne remplit plus les normes. En 2016 ne nous a pas enseigné. Juste, tu comprends donc que... Cassé, tout le monde va vers le train, et la catastrophe... Tu comprends donc que 10 ans après, on a tiré aucun enseignement. On n'a tiré aucun enseignement de ces catastrophes. Mais justement, parce que là, aujourd'hui, là, les Camerounais sont des gens qui se déplacent beaucoup. On a soulevé le problème du tronçon de la nationale numéro 3. Douala, Bafoussam, mais c'est la cata. La complète cata. Même le ministre de la République a dit que c'est une route complètement à refaire. Mais c'est de fond qu'il faut. Bon, mais il s'est plaint. Il était dans une V8. Et qu'est-ce qu'on a fait après? On a fait des travaux confortatifs, comme j'ai dit tout à l'heure. Allez là-bas maintenant, vous allez constater que les mêmes choses ont repris. Travaux confortatifs. Donc, il faut reprendre à zéro. Ça veut dire que remettre les routes aux normes internationalement reconnues. C'est ça le problème. Nous ne sommes pas dans les normes là. Nous sommes dans le vrac là. Mais sincèrement. Et s'il te plaît, des 14 mètres. Mais je vous dis donc qu'il faudrait refaire les routes aux normes connues au niveau international. Alors, ça va nous permettre, au-delà, des transports en commun qui transportent beaucoup de gens, et même les autres camions aussi, de pouvoir normalement être adaptés à la conduite de ces routes-là. D'accord, Jacques Léonce, la route est saturée au Cameroun, ça ne peut pas. Lorsque vous prenez nos axes routiers, c'est des obstacles à tous les niveaux. Elle est étroite, la route, elle est super utilisée, tout le monde prend la route, pourtant... on a des fleuves utilisés. Navigables. Même le petit Vouri, on en profite pas. Ne parlons pas de l'avion qui a été promis à Krivi, à Limbé ou à Bertoir, qui ne va pas là-bas. Ça n'existe pas, ces alternatives. Une parenthèse. On n'a plus que 2 minutes. Allons-y, rapidement. Une parenthèse. Mais dernièrement, on a un bateau qui est arrivé à Mouanko. Vous savez comment? Un bateau qui doit là. Et qui a... Vous connaissez Mouanko? Mouanko, bien sûr. Il y a un bateau qui est arrivé à Mouanko transportant du matériel électrique pour la commune de Mouanko. Ça veut dire que c'est navigable, c'est exploitable. Alors maintenant, il faut donc interroger la volonté politique dans le cadre du transport fluvial. Moi, je venais d'assister à une conférence sur le Nyon, qui est en train de mourir le Nyon. Pourtant, nos parents se déplaçaient par le Nyon. On partait à Kololinga, à Bomba, sans passer par la route, et ainsi de suite. Voilà, ces alternatives-là, on doit pouvoir les développer pour réduire un peu le taux d'utilisation assez élevé de saturation de nos routes. Ah oui, c'est vrai que la route est saturée. Elle n'est pas déjà en bon état, et puis elle souffre, la pauvre. C'est tout le monde qui va souffrir en véhicule en même temps. Vraiment, elle est saturée. Il faut explorer le transport fluvial, le transport peut-être aérien un peu luxueux. Ferroviaire. Nous rendons ça luxueux. Il y a eu des agences privées de transport. Il parle dans le contexte camerounais, c'est pour les suspendus. Voilà. C'est un luxe. Maintenant, le transport fluvial, qui est un transport de masse, est encore à la disposition des Camerounais, un peu. Donc, en bas, oui. Donc, je crois qu'il faut développer le mais est-ce que ceux qui sont là, ceux qui gouvernent l'État du Cameroun depuis 43 ans, sont encore en mesure de se réinventer? C'est pour ça qu'on fait des propositions. À la 4e année, est-ce qu'ils sont encore en mesure de se réinventer? Moi, je viens de voir un reportage sur le train Ngouanetenga qui allait à Ngoumou, au télé et consort, avec beaucoup de nostalgie. Le train ne siffle plus en Kongsamba, par exemple. C'est un transport de masse. C'est le recul. Bien sûr. Transport de masse. On marque un recul. La France camerounaise qui devait aller au-delà de Ngaoundéré n'a pas avancé. Richard, vous avez vos projets pour aller au Tchad et tout le reste là. On a beaucoup de fleuves qui ne nous servent à rien. La Sanagré là, vraiment le Vourier là, ça ne nous sert à rien. On n'exploite pas ça. C'est pour ça qu'on a parlé de dirigeants antidatés. Ah oui. Parce qu'ils n'ont ils ne rêvent plus. Justement. Ils ne rêvent plus. Ils ne rêvent plus. Ils sont dans ils sont dans des travaux confortatifs. Ils ne peuvent plus. Là où ils peuvent plus revient à tous les niveaux. Réhabilitation, réflexion, reconfection. Voilà. Dans tous les cas, merci monsieur pour l'acte 2 de cette série consacrée aux accidents à la circulation. Vous voyez que nous sommes arrivés déjà au niveau des propositions, parce que tout le monde aujourd'hui vit des situations assez compliquées. Que faut-il faire s'il faut organiser les états généraux
Non, nous voulons déjà États généraux des transports. Non, on ne veut pas les États généraux. On a Ici, on Là, on va aller prendre les mesures. Là, on va aller prendre les mesures. Alors, on va aller avec le vêtement. De manger. Jamais cousu. on prend les mesures. Il faut les États généraux. Non, si on nous invite aux États généraux, non. Justement, nous leur refusons les perdièmes. Le peuple ne veut pas les perdièmes. Rendez-vous demain pour une autre édition de Le Grand Soir. On se retrouvera avec le même plaisir demain. Merci de rester fidèle au programme d'Info Télévision.